Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission au format Super Friends quand on part à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture, la culture comics, bande dessinée par leur travail. Vous le savez, vous êtes au courant maintenant si vous écoutez le podcast depuis le début. La fin d'année, c'est l'instauration du traditionnel Tour de France des éditeurs. Du moins, on essaie d'aller voir au maximum ceux avec qui on peut discuter facilement. Et pour le 2023-2024, la promesse aussi, c'est qu'il y aura des personnes que vous n'aviez pas encore entendues qui arriveront également. Mais on commence forcément avec les habitués de l'exercice. Donc, vous aviez pu entendre récemment Sullivan Rouault et Run passer dans notre podcast. Et donc un autre habitué ici présent, c'est Monsieur Nicolas Beaujouan. Bonjour à toi Nicolas. Bonjour, je suis fait partie des vieux. Des vieux, effectivement. Des habitués, on va dire, des habitués. C'est plus gentil, c'est vrai. Voilà, c'est une formulation un petit peu plus sympathique, même si effectivement, au vu de ton apparence physique, on pourrait te traiter de vieillard et ce genre de choses-là. Voilà. Et ça, c'est le genre de choses qu'on peut se permettre qu'avec les gens qui viennent plusieurs fois, parce que tu ferais pas ça avec un éditeur dont ce serait le premier passage dans le podcast. Mais donc, on se permet cette petite familiarité. Mais quand même, pour repréciser, même si c'est dans l'intitulé du podcast, tu es directeur de collection pour 404 Comics, qui s'était lancé au printemps 2021, donc là, c'est la 3e année, c'est le moment de faire un petit peu la 3e année, le bilan de la 3e année d'existence de cette maison d'édition en tant que telle, cette collection. Comment tu l'as définie toujours? Une collection ou une maison, ce serait un peu prétentieux quand même. Ouais, une collection au sein de 404 éditions. Ouais, c'est qu'on a un petit pôle d'édition de BD au milieu de 404 et d'Edi 8 et d'Edi 10 derrière, quoi. Mais on n'est pas une maison indépendante. Non, voilà, ça c'était un truc que tu tenais à préciser dès la première fois où tu étais passé dans ce podcast pour présenter la maison. Corentin, tu seras avec nous aussi pour ce podcast. Salut. Yo. Ça va? Oui. Donc n'hésite pas aussi à poser les questions que tu as envie de les questions qui fâchent. Poser. Les questions qui fâchent, effectivement. Par exemple, pourquoi diable aimes-tu Ant-Man and the Wasp Quantumania? Ça sera quand même une grosse question. Ah ouais, carrément, on attaque directement par les révélations. Oui, là, l'enregistrement où il l'admet. Oui, c'est ça. J'apprécie. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous voyez à qui vous achetez des BD, ça le lecteur. C'est ça. Donc, les gens pas sérieux. Non, mais disons que heureusement. Encore une fois, je n'ai jamais revendiqué la notion de sérieux. Mais tes fringues disent que t'es sérieux, donc tu vois, c'est un trompe-l'œil. D'accord, donc toi t'es comme ça. Ouais. C'est les vêtements qui. Il est très, ouais. Tout à fait. Demande à Arnaud. Tu vois, c'est à cause de ce genre de personnes qu'il faut le retour à l'uniforme à l'école. Ah, mais d'accord. Toujours est-il que c'est heureusement au final que tes goûts éditoriaux et en termes de bande dessinée ne rejoignent pas ceux du cinéma, parce que sinon on serait quand même. J'ai pas parlé de cinéma quand j'ai parlé de ce film. Ah oui, c'est vrai aussi, remarque. On peut t'accorder ce même petit quand il point aime bien un truc, il met des patates. Ouais, c'est ça, pour la nuance. Bon, trêve de plaisanterie. La première question générale, de toute façon, que je pose un petit peu à chaque fois, c'est Nicolas, quel bilan fais-tu de l'année du point de vue de tes titres, de ceux que tu as proposés cette année? Sous-entendu de ta question, c'est que chaque personne qui vient, tu les appelles Nicolas et tu leur demandes comment a été l'année. Non, là, pourquoi ça? Ah, d'accord. Okay. C'est bien joué, c'est bien. Il sait pas faire. Il se prend à mon propre jeu de jouer sur les mots. Non, mais du coup, quel est vraiment ton bilan 2023 pour 404 Comics? Une année en dents de scie, mais comme l'année dernière, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des titres qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent pas du tout. Et on va dire que le début d'année était vraiment déplorable, mais pour tout le monde. De toute façon, l'année a été, je pense, un peu compliquée pour tout le monde. Mais le début d'année, surtout, était vraiment, vraiment dur. C'est-à-dire qu'on a senti vraiment une chute drastique de l'intérêt des lecteurs pour les livres d'une manière générale et pour les nôtres aussi. Et ensuite, tout le reste de l'année, ça a été de reconstruire comme ça tout un discours et tout un accompagnement autour des livres pour revenir, en fait, à la fin d'année, comme ça, avec des titres qui fonctionnent quand même globalement beaucoup mieux que le début d'année, quoi. D'accord, ouais. Et ce qui veut pas dire que les titres sont morts en début d'année. Il y a beaucoup de titres qui sont sortis, qui ont fait des chiffres très bas en lancement et qui ont quand même bien vécu le reste de l'année. Et là, on sent que voilà, même certains titres arrivent à reprendre plutôt du poil de la bête, quoi. Ouais. Alors pour faire un petit peu, pour retracer un petit peu les titres que tu avais sortis cette année, qui étaient pas non plus, enfin il y en avait moins d'une dizaine, si je m'abuse. Il y en a toujours moins d'une dizaine, de façon générale. C'est pas, t'es jamais sur une offre quantitative, on va dire que c'est plutôt de travailler chaque album aussi. Ça, je pense que pour chaque éditeur, c'est la réalité. Je pense que très peu d'éditeurs s'amusent à sortir des titres qui n'aiment pas du tout. Je pense en dehors d'une mécanique industrielle, j'entends. Ouais. Quand tu parles vraiment de titres indés. Mais donc, on avait commencé l'année avec Calbard pour Salamandre. Ouais.
si je me rappelle bien. Donc ça qui te permettait aussi de faire revenir cet artiste avec une tournée, et parce que tu avais déjà aussi publié de précédents travaux de lui, dont Everything, qui avait très bien marché pour toi. Ah bah oui, et qui a même encore très bien marché durant l'année. Everything a vendu quasiment 700-800 exemplaires cette année en plus. Là, c'est un titre qui est déjà à 5000 ex. D'accord. Ce qui est énorme. Et alors, pour nous et pour le marché. Hein. Mais c'est la question, c'est justement quand tu as un titre comme ça qui a été porté par son artiste, est-ce que ça marche aussi en fait quand tu le ramènes de nouveau? Eh bah pas du tout, pas du tout. Voilà, c'est ça le. Non, il y a pas de. Je pensais aussi qu'il y aurait quand même une bascule plus grande en fait des lecteurs qui ont lu en fait Everything qui serait parti sur Salamandre. Ça a pas été le cas. Ça a été un titre justement qui a eu beaucoup de mal au début, mais qui maintenant en fin d'année, refonctionne un peu mieux. Mais non, en fait, la construction d'une maison, enfin en tout cas d'un rapport aux artistes comme ça et à suivre les artistes sur le long cours, j'ai l'impression que les lecteurs suivent pas forcément la dynamique, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont intéressés par un titre très souvent et très peu en fait par suivre comme ça les auteurs, même si les titres sortent les uns à la suite des autres, quoi. C'est-à-dire qu'il y a pas de fidélité ou d'intérêt pour un auteur ou un dessinateur en particulier, parce que ça s'est vu sur Blue Flame aussi avec Cantwell, qui avait écrit Everything, et donc avec Culbard qui a fait Salamandre, qui avait dessiné Everything. Et là où on va faire 5000 exemplaires, ça va être beaucoup plus compliqué de vendre. On fait vraiment beaucoup moins sur les suivants, quoi. Donc il y a pas d'intérêt. Les gens se disent pas putain, j'ai lu Everything, c'était génial, j'ai adoré, et je vais naturellement me porter vers la suite ou une autre proposition des mêmes auteurs ou des mêmes artistes, quoi. Mais vous communiquez sur cette logique de rebond quand même. Ah bah, nous, on communique dessus, oui, évidemment. Mais en même temps, j'ai regardé cette année, ça a été le cas un peu pour beaucoup d'artistes. Hein. Par exemple, j'étais surpris que Graffiti Walls de Ramvi fonctionne pas plus, par exemple, alors que La Star est quand même un énorme succès, quoi. Un énorme, on s'entend. C'est pour le marché 1000 exemplaires, quoi. Mais donc c'est un énorme succès dans notre secteur, en tout cas. Et donc c'est pareil, c'est des choses comme ça qui surprennent à chaque fois. On se dit, mais est-ce que les gens sont au courant? Est-ce qu'on arrive à atteindre, en fait? Et je pense que c'est ça la problématique, c'est qu'on n'atteint pas forcément, en fait, les lecteurs, surtout dès que les titres dépassent, en fait, leur périmètre, dès qu'on dépasse les 2-3 000 exemplaires, en fait, dans notre secteur, ça veut dire qu'on touche un autre lectorat. Et ce lectorat-là, en fait, tu l'atteins pas forcément parce que c'est le libraire, en fait, qui est le prescripteur, en fait, entre nous et eux, quoi. Et donc, ils vont pas forcément suivre nos réseaux sociaux, ils vont pas forcément suivre, tu vois, l'actualité dans cet environnement-là particulièrement. Et donc, en fait, on les atteint pas forcément, quoi. Sachant qu'en plus, après, t'as aussi l'effet qu'effectivement, si t'as aimé Everything, tu te dis un truc de super-héros, ou en tout cas assimiler super-héros de loin, comme The Blue Flame, on va peut-être pas y aller, quoi. Salamandre, je pense que là, la Salamandre, c'est vraiment, on aurait pu toucher un autre public, mais on l'a pas eu parce que je pense que le lectorat qui aurait pu être intéressé par Salamandre et qui avait lu Everything, l'a pas vu, je pense. Ne s'est pas retrouvé parce que tu parles des réseaux sociaux par rapport aux libraires, mais techniquement ils sont au contact direct de tes bouquins, que ce soit en amont quand les représ doivent venir présenter votre programme, mais aussi directement après s'ils en ont fait la commande, quand quand ils les reçoivent sur place, et c'est là aussi qu'ils peuvent s'en emparer et les mettre en avant. Donc il n'y a pas forcément besoin de suivre vos réseaux quand t'es professionnel de ce ouais, milieu-là. non, mais le problème il est que t'as beaucoup de lecteurs qui vont aller en librairie, qui communiquent pas nécessairement non plus avec leur libraire. C'est-à-dire qu'ils vont dans leur librairie, ils sont fidèles à leur librairie, ils vont peut-être échanger des choses entre eux, mais ensuite ils vont acheter des bouquins, acheter des livres qui les intéressent, quoi. Et tu fais pas forcément le lien, surtout qu'on n'a plus de bandeaux, on n'a plus de stickers nous sur nos livres, voilà, pour des raisons économiques en fait dans le groupe, en fait c'est fini ça, voilà, parce que c'est vrai que ça va un vrai coût. Et donc c'est une des premières choses sur lesquelles on a coupé dans le groupe, quoi. Et donc les gens sont pas au courant. Si j'avais peut-être pu mettre, tu vois, par l'auteur ou le dessinateur de Everything, peut-être qu'on aurait eu tu vois, une bascule plus grande, quoi. Là, les gens, faut qu'ils soient voilà au courant, et donc forcément, voilà, c'est plus compliqué. Voilà, c'est la construction, voilà, de développer un artiste ou un auteur, c'est très compliqué. Mais chez 404 aussi, vous êtes connu pour faire des éditions, on va dire chaque livre à sa réalité en termes de format, de maquette et tout. Tu t'es jamais dit, par exemple, si t'avais reproduit au moins la taille standard de Everything ou une collection, enfin un dos qui évoquerait Everything pour le mettre juste à côté dans le même rayon, ça aurait pu participer à cette logique de rebond? Non, je pense pas. Non. Non, je pense que c'est pas une question de ça, c'est vraiment une question de, alors peut-être les gens n'étaient pas intéressés par le livre. Ça aussi, ça malheureusement c'est des choses qui arrivent. Mais ensuite, non, le format, je pense que c'est pas un problème. Au contraire, je pense qu'on avait sorti Salamandre, tu vois, vraiment du cadre, tu vois, du format vraiment référencé américain en France, quoi. Mais les gens non, c'était pas important pour eux. Je veux dire, le lectorat qu'on a eu sur Everything en grande partie sur la fin, sur sa seconde exploitation pour arriver justement à des chiffres plus importants, c'était pas des gens qui ont quelque chose, je pense, à battre du format américain ou
ou de retrouver, tu vois, un format identique. Dans le truc, ce qui les intéresse, c'est une bonne histoire, je pense, principalement, quoi. Et il y a beaucoup de gens, je pense qu'aujourd'hui, qui lisent sans forcément, en tout cas, sur ce public un peu plus large, en tout cas, de curieux, on va dire, s'intéresse peut-être pas forcément, regarde pas forcément terriblement bien les noms, tu vois, des gens. En fait, ils lisent, ils prennent plaisir, point, quoi. Il y a aussi beaucoup ce phénomène-là. Ça arrive aussi beaucoup en littérature. T'as des gens qui vont faire un super titre, un premier ouvrage ou un deuxième ouvrage qui va très bien vendre, et puis après, ça va moins marcher parce que les gens, voilà, identifient pas forcément. Ça va être un moment de vie. Je sais pas, t'as lu le bouquin sur la plage et tu peux pas forcément rappeler du nom de l'auteur, tu vois, et donc tu vas pas le suivre derrière, quoi. C'est très difficile de dynamiser une fidélité comme ça, je trouve. Je pense que justement, ce que demandait Corentin, c'était par rapport à cette fidélisation ou de garder une certaine image en tête, parce que Everything avait quand même, de mémoire, c'était un dos toilé, notamment, qui... Non, il était pas dos toilé, il était en Sheltex toilé. Oui, imitation toilé. Mais tu vois que t'avais quand même cette façon, cette intégral, c'était pas qu'un dos. Ouais, cette fabrication-là, qu'ici, elle était appliquée, de la même façon, vraiment, avec la même maquette, en fait, la même direction artistique sur Salamandre. Alors, en termes de fidélisation, les gens feraient le lien, en fait, en disant, ah oui, c'est le bouquin qui ressemble à celui que j'ai grave kiffé. Ouais, mais ça, tu peux le faire si tu vois, Salamandre avait fait 300 pages comme le faisait Everything. Ouais. Peut-être qu'on aurait pu l'envisager. Salamandre était beaucoup plus court, tu vois, donc en fait, voilà. Et ça s'applique pas du tout, alors, même en réduisant l'épaisseur du dos, c'est pas du tout quelque chose qui peut se faire? Réduisons l'épaisseur du dos? Oui. Comment fais-tu ça? Bah, parce que si ton bouquin est moins épais, enfin, l'épaisseur du dos, ça s'ajuste. De toute façon, c'est pas uniforme. Si, ça dépend de l'imagination. Voilà, là, on va entrer dans les détails techniques qui vont perdre les gens. Non, pas du tout. C'est pour. Mais juste, tu vois, par exemple. En tout cas, mais regarde juste là, tu vois, Nicolas. Oui, je vois des livres là. Tu vois, Alan Moore par Swamp Thing, Marshall juste à côté, c'est deux bouquins urbains, ils ont pas le même nombre de pages, ils ont deux couleurs différentes, mais t'as le logo en bas, t'as le logo en haut, t'as une espèce de typo commune. Nous aussi. Ouais, mais vous, quand même, chaque album, encore une fois, il sort un peu du lot. Tu vois, d'ailleurs, une raison pour laquelle Arnaud range pas sa collection 404 au même moment. On me fait mon procès, c'est ça? Mais non. Je viens ici. Non, mais nous, on veut t'aider. Mais tu vois, est-ce que tu dis, moi, je pense vraiment, très sincèrement, je ne pense pas que ce soit une question de fabrication ou de format. Je pense que les gens, voilà, ont aimé Everything et sont pas allés sur Salamandre. Pour X ou Y raisons, si tu veux, qui peuvent être qualitatifs, qui peuvent être de goût, tu vois, d'affect pour le sujet ou non, tu vois, voilà. Puis après, c'est aussi le moment. On a sorti le bouquin en janvier et vraiment, on a eu une baisse drastique des ventes en janvier. Voilà, une disparition, tu vois, de l'intérêt des lecteurs. Pour plein de raisons. Ça s'est continué sur le reste de l'année. Il y a eu la guerre en Ukraine, tu vois, les reprises à gauche, à droite, d'autres événements. Justement, le thème de Salamandre aurait pu se prêter. Oui, non, mais complètement. De toute façon, ça faisait partie, de toute façon, des sujets de fond et qu'on a eu même après, avec Apparition, le reste de l'année, quoi. C'est un sujet important, à travailler, quoi. Mais donc voilà, il y a plein de phénomènes, si tu veux, qu'on fait, il y a plein de livres comme ça qui ont disparu, hein, et pas que chez nous, hein, qui ont eu vraiment beaucoup de mal, quoi. Donc c'est dommage parce que c'était effectivement une collection assez fin du monde, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest cette année pour vous, quand même. Ouais, mais c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est de sentir que, je pense, quand t'es éditeur, surtout quand t'as très peu de livres, en fait, tu vas forcément aussi aller vers des choses qui sont, que tu le veuilles ou non, en fait, en vibration comme ça avec le réel, quand même. Enfin, il y a comme cette idée-là qui traîne un peu toujours. Tu te dis, ah, c'est peut-être le bon moment pour le sortir finalement, parce que avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, ça permet peut-être d'avoir un regard différent et de regarder le monde différemment, quoi. Donc ça arrive toujours, en fait. Tu te rends compte après coup, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que tu as sélectionné tes titres, tu fais, ah oui, mince, il se passe quelque chose, quoi. Il y a une histoire, en fait, même au sein de, tu vois, d'une sélection de titres, quoi. Une histoire qui se crée, quoi. Une aventure qui se met en place, quoi. Donc, mais ça, tu le vois après. Du côté de The Blue Flame, qui était ta deuxième parution, qui était sortie au mois d'avril, si je me rappelle bien, justement, on est sur un récit avec une imagerie de super-héros pour le personnage, même si c'est pas un titre de super-héros. Est-ce qu'il y a une difficulté pour toi, quand tu dois sortir un titre comme ça, à communiquer en utilisant ce terme super-héros qui, très rapidement, en fait, peut placer ton bouquin dans la catégorie où t'as absolument pas envie de la faire figurer? Ouais, oui. Non, c'est compliqué. C'est le titre où je pense que je me suis planté, mais ça, tu vois, c'est après coup, tu te dis, j'aurais pas dû faire cette couve. J'aurais vraiment dû virer complètement les rapports aux super-héros sur la couverture. Je pense que c'est là où moi j'avais envie de le faire, voilà, pour jouer le truc à fond, quoi, mais je pense que c'est effectivement des titres plus compliqués, parce que ceux qui lisent des super-héros vont aller lire leurs super-héros aujourd'hui, en tout cas, et puis le reste des lecteurs, forcément, si des super-héros, ça les intéresse pas, quoi. Donc je veux pas dégainer, on a déjà eu cette conversation en plus, mais le comparatif, par exemple, avec un truc comme Tom King. Ça marche pas terriblement bien en France, Tom King. Ah ouais? Non. Parce que je pensais justement à Strange Adventures, qui est quand même assez c'est pas un référentiel du tout. Miracle Man a marché parce qu'il y a eu des prix,
une mise en lumière, si tu veux, sur le truc. Mr. Miracle. Bah, ouais, pardon. Miracleman, c'est Alan Moore. Oui, pardon. Attention. Autant pour moi. Attention. Mais voilà. Mais sinon, Tom King, c'est pas quelqu'un qui vend beaucoup en France. C'est justement, il a un côté intelligentsia, si tu veux, un peu au-dessus, tu vois, des choses, tu vois. Et les lecteurs classiques de super-héros, il y va pas. Hein. C'est pas quelque chose qui l'intéresse, quoi. Donc un titre, tu vois, qui est dans cette même veine, tu vois, et tout, bah, il fait quasiment les mêmes chiffres, quoi. Voilà. C'est-à-dire que tu te retrouves dans le cas de figure du titre, en fait, où tu auras effectivement très peu de ventes. Tu auras des critiques. Très peu. Enfin, voilà. Peu de ventes, mais des retours critiques qui sont hyper favorables et qui, malgré ça, en fait, n'arrivent pas à faire prendre forcément le pied. Alors que pourtant, t'as eu des trucs comme ça. Les retours critiques, on s'entend, je veux dire, les retours critiques aujourd'hui, c'est, c'est une vingtaine de blogs, en ligne. Tu vois, on n'a pas eu de presse. Absolument pas, t'as pas de Canal BD, de Zo, le Mag. Je sais pas, on a dû avoir peut-être Canal BD, mais ça représente rien, Canal BD. C'est toujours très agréable d'avoir tous ces trucs-là, parce que Canal BD, ça sert surtout aux libraires. Ouais. Mais après, avoir de la presse en France dans notre secteur, c'est comme le point noir le plus total, quoi. Et quand tu veux dire presse, tu veux dire des trucs plus généralistes. Oui, c'est-à-dire que, voilà, essayer parce que tu sais, on dit que la communication, et en tout cas, quand tu travailles dans des secteurs culturels, tu marches par palier, en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir une super double page dans l'eBay, ça va pas forcément te faire vendre beaucoup de bouquins, dans l'absolu, en fait. Par contre, ça te permet, tu vois, d'avoir France Inter qui te dit, ah, mais alors attends, on t'invite parce qu'on t'a vu dans le truc. Enfin, tu vois. Et donc là, tu montes en palier, tu fais une construction. Ça, c'est un truc qu'on n'arrive pas à faire du tout dans notre secteur, parce qu'en fait, on n'arrive pas du tout à avoir de la presse, quoi. Enfin, de la vraie presse, tu vois, traditionnelle, on va dire, c'est quasiment impossible, quoi. Et la presse moins traditionnelle, c'est-à-dire, excusez-moi, le secteur de l'influence, entre guillemets, qui est globalement inexistant en France sur les comics, mais il y a probablement aussi des gens à aller chercher, éventuellement, pour certains sujets. Enfin, on s'était dit avec Arnaud, par exemple, quand il y avait eu la BD Billionaire Island qui était sortie, que ça aurait pu intéresser des tonnes d'influenceurs qui parlaient de culture et de réchauffement climatique, par exemple, ou d'effondrement, etc. Tu te dis pas que c'est un secteur qui serait intéressant à creuser? C'est pas mon domaine, là, pour le coup. D'accord. Tu vois, ça, je laisse, tu vois, les équipes promo faire des choix, parce que moi, je suis pas à l'aise avec tous ces trucs-là, quoi. En tant que vieux. En tant que vieux, Voilà. un peu réac. Oui. Voilà. D'extrême droite. Ah ouais. Pour le coup, là, t'es vraiment en train d'avoir droit à ton procès, alors que c'était pas le but de Non, mais l'émission au départ. tout ça pour en revenir au point de, on en reparlera peut-être un peu après du point noir qu'est la presse, en tout cas, et les médias, dans l'absolu pour ce secteur particulier et pour d'autres aussi, hein. Mais en tout cas, ouais, Blue Flame, ça a été, je pense, un titre compliqué qui continuera peut-être, tu vois, ça fait partie peut-être de ces titres qui vont, tu vois, vivre, tu vois, faiblement en termes de vente, mais tu vois, qui vont continuer quand même à faire leur chemin, tu vois, dans le temps, quoi. Ça arrive, ça nous est arrivé notamment sur Automnal sur la première année, ouais. Qui est un titre qui a fait, tu vois, je sais pas, peut-être 1000 exemplaires la première année, et qui est passé en rupture de stock chez nous, là, en décembre ou en novembre, et qui finalement finit à 2800 exemplaires. Tu vois, Oui, c'est pas mal. on voit pas le titre exister, si tu veux, mais en fait, il vit sa vie, quoi. Ouais. Donc t'as des titres comme ça peut arriver, quoi. Mais juste une question sur la fidélisation entre guillemets croisée. C'est-à-dire que par exemple, là, t'as Cantwell qui est en train de plus ou moins s'installer chez Marvel. Il fait des titres qui sont arrivés en France via Panini, par exemple. Est-ce que vous voyez zéro effet de croisement entre les mecs On en a déjà parlé l'année dernière, je te dis, il y a zéro croisement. D'accord. Okay. Jamais. Non, mais c'est vrai. Non, mais je te crois. Sur des titres, voilà, un peu plus sociétaux comme les Blue Flame, en fait, finalement, qui est un titre plutôt sociétal, quoi, on va dire. Quelqu'un qui va lire, tu vois, Thanos ou Namor ou machin, il s'intéresse pas à ça, quoi. Ok. T'as très peu de croisements, mais ça se voit chez tous les gens, tu vois. Je suis pas sûr que quelqu'un qui lise Brubaker aujourd'hui, tu vois, ait envie de lire forcément le Brubaker qui a fait, c'était quoi, Gotham Central. Ouais. Tu vois, ce genre de choses, tu vois, il va pas, non mais, je dis que c'est pas forcément, tu vois, tu vois, t'as pas un croisement total, quoi. C'est-à-dire que oui, t'as toujours une portion de gens qui vont se dire, tu vois, qui vont aimer Cantwell et se dire, waouh, j'ai envie de dire ce qu'il fait, tu vois, quel que soit le truc. Bien sûr, ça existe. Mais c'est pas suffisant, tu vois, t'as pas un glissement suffisant de l'un à l'autre, quoi. Non, et puis en termes d'exemple, même si c'est pas la maison d'édition là concernée, qu'on abordera ça dans un autre podcast, le fait c'est que tous les gens qui ont quand même kiffé, tu parlais de Tom King avant, son Batman, Mr. Miracle, Strange Adventures, Supergirl sont pas nécessairement allés sur Love Everlasting en fait. Ouais. Donc c'est-à-dire que même, et là pourtant en plus c'était au sein du même éditeur qui a mis l'emphase, donc c'est même pas du croisement entre maisons d'édition, donc même au sein d'une même maison d'édition, t'as pas forcément de vases communicants sur le travail d'un même auteur. C'est très 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 compliqué. Et alors si tu rajoutes à ça en plus le fait qu'il y a une baisse des ventes parce que pouvoir d'achat, parce que plein d'autres raisons qui sont derrière, et forcément c'était un début d'année, voilà, pour plein de titres qui étaient très compliqués, mais pas que les nôtres, hein. Oui, parce que cette année pour la BD, hein. Oui, mais parce que cette année est allée
alors comment on dit quand c'est crescendo, c'est diminuendo, Décrescendo. ou décrescendo peut-être, ouais. Pour le secteur de la BD de façon générale, avec forcément quelque chose de plus appuyé sur le comics, et ça me permet d'aborder 2 points avec toi aussi, parce qu'il y a eu cette question des prix sur laquelle d'ailleurs je t'avais interrogé pour un article écrit sur comicsblog.fr. Le fait est que toi tu te permets, ou tu peux, je sais pas comment tourner la question. Que tu peux, on me laisse. Ou on te laisse, justement pratiquer une gamme tarifaire qui, au regard de tout ce qui se passe chez tes concurrents, paraît presque exceptionnelle. Et je sais pas si tu peux un peu juste expliquer comment ça se fait que chez 404 Comics, t'arrives à proposer des albums qui pourtant sont hyper travaillés. Des backshish principalement, voilà. À tout niveau. D'un point de vue fabrication, mais même avec des gros albums avec une certaine pagination, chez qui en fait maintenant tu vois que chez plusieurs autres maisons d'édition dépasserait facilement la barre des 30 €, ce que toi tu n'as pas encore fait. À mon humble souvenir, ouais. Non, tu l'as pas encore fait. Est-ce qu'il y a et il me semble que la réponse pour moi, tu me dis si je me trompe, c'est parce que en fait tu t'occupes d'une bonne partie d'un travail. Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons. Bah, c'est parce que quand on m'a missionné, on va dire, pour faire cette maison, en tout cas cette portion de maison dans la maison, j'ai quand même mis, si tu veux, un périmètre. Tu vois, j'ai dit si j'accepte de le faire, je le fais dans ce cadre-là. Tu vois, je veux pas rentrer dans les détails parce que je veux pas non plus, tu vois. Oui, je suis pas l'unique concerné par la question, donc je me permettrai pas de tout dévoiler. Mais donc j'ai défini un périmètre en disant voilà, moi je veux bien le faire, mais voilà mon périmètre de travail et voilà comment j'envisage les choses, quoi. Donc déjà ça c'est une chose. J'ai défini un périmètre de travail, quoi. Et puis ensuite effectivement le fait d'en faire un maximum, ça me permet effectivement de gratter, mais gratter suffisamment pour les investir dans la fab, dans d'autres choses, quoi. Mais ensuite, t'as aussi chaque maison a un système économique différent, quoi. C'est-à-dire que tu vas avoir des groupes très structurés avec des comptes d'exploitation dans lesquels il faut vraiment que le compte d'exploitation soit ouvert, que t'aies en fait une marge bénéficiaire par titre, tu vois, qui est je sais pas, tu vois, qui peut aller de 30 à 40, 50%. C'est-à-dire que tu vois, on va te dire tant que tu gagnes pas 30% ou 40% de plus de ton titre, il est pas greenlighté, tu vois, tu peux pas le sortir, quoi. Donc nous on n'a pas ça, voilà, on a un travail qui est différent sur cette question-là, qui est une question aussi d'investissement sur le lancement d'une maison, enfin en tout cas d'une dynamique, tu vois. Et donc à partir du moment où tu essaies de définir un périmètre de travail différenciant, tu vois, voilà, tu crées les conditions pour que ça marche, quoi. Mais donc ça c'est parce qu'on me laisse faire, parce que j'ai aussi tu vois mis les pieds dans le plat au début, enfin, voilà, il y a plein de choses, tu vois. Mais je suis pas sûr que ce soit reproductible en l'état chez d'autres. Non, mais parce que d'autant plus que quand tu t'occupes du lettrage ou de la maquette et de la direction artistique et de tout un tas de tâches en fait différentes, c'est aussi des tâches qui sont, on va dire, internalisées sur, on va dire, ton salaire, et pas externalisées sur des prestataires qui l'auraient fait en freelance et qui viennent justement rajouter des coûts en plus sur le coût total du bouquin. Parce qu'en fait, tu te rajoutes des coûts, ça peut être des micro-coûts si tu veux à chaque fois. Mais même, tu vois, je fais les vidéos, tu vois, les petites vidéos promo, les teasers, tout ça. Ouais, c'est toi qui les fais aussi. Tu vois, c'est plein de petites choses qui viennent mis bout à bout qui vont peut-être représenter, c'est ridicule, hein, mais à notre échelle économique, c'est important. Peut-être, je sais pas, 10 000 €. Mais 10 000 €, ceux qui ne sont pas dépensés, qui sont réinjectés, en fait, dans la vie des livres. Tu vois, directement. Donc, j'aimerais, tu vois, pouvoir payer tout le monde, tu vois, claquer du pognon, mais tant que c'est pas possible, et si économiquement c'est pas viable, je me dis qu'il faut faire le maximum. Mais en même temps, c'est ma culture, je viens de là, quoi. Oui, toi, t'es directeur artistique de toute façon, quoi. Donc, même en dehors de ça, si tu veux. Moi, je viens plutôt du punk, hardcore, et donc j'ai cette culture du fanzine, tu vois, j'ai pas besoin d'un tourneur, tu vois. Moi, j'appelle les mecs au téléphone, je vais booker mes shows, quoi, tu vois. C'est cette culture-là, si tu veux dire, on montre pas du doigt en disant, les autres, ils le font, tu vois, c'est des vendus, c'est pas ça l'idée, mais c'est de dire, tant que tu peux faire le maximum tout seul, c'est mieux, en fait. Déjà, parce que tu prends conscience de l'intégralité du périmètre dans lequel tu travailles. C'est-à-dire que tu essayes de te rendre compte, tu vois, de ce que ça veut dire, tu vois, de faire du lettrage, de faire une vidéo, tu vois, d'écrire un texte, tu vois, de le corriger, ainsi de suite. Et en fait, tu prends conscience, si tu veux, de tout ce que ça représente, et aussi, t'arrives, si tu veux, à mettre de l'énergie dans chaque élément. C'est-à-dire que t'as pas de perdition. C'est-à-dire que si je dois faire une vidéo, je vais insister, je vais pas passer, tu vois, 2 heures à écrire un mail à quelqu'un pour lui dire, je veux que tu mettes ça en avant comme image, tu vois. Alors que là, je fais, non, c'est bon, j'en ai 15 minutes, je le fais, quoi. Voilà. Ça, c'est possible parce que tu fais peu de projets à l'année aussi. Ah, mais complètement. Non, mais de toute façon, tout ça n'est valable que parce que, voilà, c'est très léger, tu vois, et que c'est très dans le temps long, en fait. Et au niveau du groupe, il t'impose comme tu parlais tout à l'heure, des objectifs de rentabilité, etc. On te laisse les mains libres de ce point de vue-là aussi, ou
Bah, c'est-à-dire qu'il faut quand même que si tu veux qu'il y ait des choses, tu vois, de temps en temps, on voit que ça marche, quoi, tu vois. Ah bon? mais non, j'ai la chance de travailler avec Alexandra, qui est donc on va dire, techniquement ma N+1, tu vois, mais qui est en fait la numéro 2 du groupe, tu vois. Donc, ça permet comme de simplifier aussi beaucoup de choses, quoi. Et on a un rapport, si tu veux, où elle me fait confiance, tu vois, elle s'est bien rendu compte, si tu veux, que fameux niqué de la fab, tu vois. C'est bête, mais en fait, si tu veux, c'est le fait qu'à un moment donné, elle se rende compte directement, en fait, assez rapidement, que justement, c'est une différence qui est identifiée, cette chose-là. Et donc, cette différence identifiée, elle est aussi valable. Enfin, tu vois, ça crée une condition, si tu veux, d'existence et tu vois, d'identification pour les gens, quoi. Bon, c'était pas ma volonté de départ, si tu veux, mais ça le devient. Donc, tu vois, tu le reconnais, tu fais bah oui, effectivement. Les gens ont l'air de... Et désolé si on a participé à mettre l'accent là-dessus, qui fait que parfois on pourrait peut-être s'intéresser plus à tes bouquins juste pour la gueule de l'objet que plus que par son contenu. Mais le fait est, c'est que ouais, effectivement, si on t'appelle le niqué ou le baiser de la fab depuis le début, c'est par rapport aussi aux soins que tu fais et que justement il y a forcément cette cette forme d'imaginaire où c'est 404 comics, c'est des bouquins qui sont super travaillés, super beaux et qui en plus n'explosent pas les prix et d'autant plus en cette année 2023 où il y a eu des augmentations un petit peu de tout part. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont eu cette forme de fantasme de se dire que en fait les effets de fab venaient pour de la part de l'éditeur pour ajouter en fait un prix, alors que toi tu nous expliquais dans l'article que j'avais fait qu'en fait non, que c'est à partir du moment où ton bouquin de toute façon il a des coûts incompressibles et qui doit coûter mettons 25 balles dans tous les cas, alors que toi tu essayes de chercher quel effet de fab tu peux appliquer pour justifier ton prix de vente. C'est comme vraiment comme ça que ça fonctionne. Ouais, et puis en fait il faut aussi inverser des fois la façon de travailler. C'est-à-dire que souvent moi ce que je fais quand je fais mon compte d'exploitation au début, tu vois, quand tu vas faire ta proposition d'achat ou de création, je mets un prix de fabrication toujours super élevé. Naturellement, en fait. Comme point de départ. Plutôt que de mettre un prix bas en disant, on va y arriver, on va se battre avec la fab pour arriver à ce prix-là, je mets tout de suite un prix qui est assez haut, en fait. Comme ça, c'est plus facile de redescendre que, tu vois, que de monter derrière, quoi. Et donc après, voilà, tu travailles autour du truc. Mais effectivement, c'est tous les coûts, en fait, qui sont annexes d'achat, de montage, tu vois, de machin, qui vont définir, en fait, un prix. Et au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah ouais, il vaut mieux, enfin, en tout cas, moi, c'est ma politique et ma façon de voir les choses. Je préfère que le bouquin soit vraiment beau. Quand tu le prennes en main, si tu veux, t'as un côté vraiment charnel, en fait, au truc, tu vois. Lire, c'est lire, d'accord, c'est une chose, mais t'achètes un objet. Sinon, je ferais du souple, tu vois, tout super banal et classique, tu vois. Mais à partir du moment où, voilà, où j'ai envie d'avoir que les gens aient ces objets, parce qu'en termes de mémorisation aussi, c'est différent. Naturellement, en fait, le cerveau est ainsi fait que, en fait, si jamais t'as un toucher physique en fait aux choses, ton cerveau se rappelle plus des choses. C'est juste une mécanique en fait, comme ça que fonctionne le cerveau. Donc autant y aller à fond, quoi, tu vois, et donner des belles choses, quoi. Voilà, c'est tout. Mais effectivement, je me suis jamais dit, et vraiment, je pense pas que ça existe. Tu vois, un éditeur ou un responsable d'édition, tu vois, qui se disent genre, waouh, le bouquin il est super, mais si on rajoute un gaufrage, on peut le vendre 29 €, quoi. Ça serait non mais franchement, je pense pas que ça existe, quoi. Ouais, pour toi c'est pas possible, et tu disais, et c'est aussi que dans ta politique tu disais, c'est ça, c'est que en vrai si tu dois choisir entre mettons pour un seuil psychologique qui serait de 20 balles, si t'as le choix entre 19 € pour un souple et 22 pour un cartonné, toi tu choisis quand même le cartonné parce que oui. Ouais. Parce que j'ai envie de faire un livre qui me plaît à moi. Après c'est très égoïste, hein. En plus on fait pas beaucoup de livres, donc autant que tu vois qui me plaisent, tu vois. Donc là c'est pour le coup c'est vraiment très très égoïste. Je fais le livre que j'ai envie d'avoir. Donc le souple pourquoi pas, mais tu l'as fait le souple techniquement, oui. parce que t'avais fait pour la BD venue d'Italie là, j'aurais pas le titre. Rico. Ouais. Mais t'es passé en souple pour le deuxième. Mais moi je rêverais faire du souple, hein. Il y a des choses je trouve qui là dans l'immédiat si je le vois pas, mais il y a des choses que j'ai en tête, il y a des papiers que j'ai pas encore utilisés, des façons de faire en souple, tu vois, qui sont très différentes. J'ai découvert des trucs en Angleterre, voilà, qui me fascinent, en fait. C'est ton rêve, j'ai fait tous les papiers. Ouais, c'est clair. Bah ouais, mais il y a un peu de ça, tu vois. C'est vrai que quand moi je suis souvent, tu vois, parce que j'ai pas non plus la connaissance, tu vois, totale, tu vois, je suis pas fabricant, j'aime la fabrication, mais je suis pas fabricant. Donc ça m'arrive souvent d'acheter des bouquins et pourquoi pas dire à des fabricants, c'est quoi ce papier, tu vois, parce que moi je le connais pas celui-là. Tu vois, parce que ça permet aussi de, tu vois, d'envisager les choses, en fait. De Vélin 414, voilà, double épaisseur. Peut-être. Mange très bien la couleur, évidemment. Donc,
Non, mais je voulais justement par rapport au passage en soupe, qu'est-ce qui t'avait motivé à passer pour le deuxième tome de Duns, en fait, de le faire passer du. Parce que j'avais envie. Ouais. Non, mais c'est vraiment, des fois, c'est super basique, en fait. Et ce malgré le fait que ce soit quand même le tome 2 d'une série, donc où t'as quand même mais d'une un série, changement. qui est dans du strip, tu vois, Calvin Hobbes a eu 40 000 formats dans l'histoire de Calvin Hobbes, tu vois, avant que ça devienne, tu vois, très normalisé, quoi. Donc, tu te dis, c'est pas grave, en fait. Autant faire les trucs. Vraiment, j'ai envie de faire les bouquins qui me plaisent, quoi. Du coup, le tome 3 aura une cover 3D. Peut-être. Voilà, pourquoi pas. Ou tu sais, en bain mousse. Oui. Tu sais, pour les enfants, tu sais, avec des grosses pages, des gros trucs spongieux, là. Alors en termes de titres aussi, avant qu'on passe à Lovecraft, donc t'avais Apparition dans le ciel de Berlin-Est également, où là aussi, est-ce que t'as eu un bon accueil? Est-ce que tu me disais juste avant qu'on prépare ce podcast qu'apparemment c'est celui qui marche alors à part Lovecraft, mais c'est l'autre titre qui marche le mieux? Ouais, ça a été, ça a aussi ce que je disais au début, c'est en fait ça a été un long travail quand on a vu voilà que tu vois les ventes s'érodaient pour tout le monde en début d'année. Bah on a créé aussi, tu vois, on a pris plus de temps, encore plus de temps, tu vois, pour retravailler les livres, pour les présenter, travailler, tu vois, le format. C'est-à-dire qu'on là on est passé à ce que vous appelez tous maintenant le format urbain. Sauf que pour moi c'est le format comics USA, tu vois, mais parce qu'on n'a pas le même âge. Non mais c'est pour moi c'est comme ça qu'a été édité la Ligue des Gentlemen Extraordinaires en fait quand j'étais ado quoi. Donc voilà, c'était ce format-là. Donc tu vois, c'est là aussi qu'on a fait notre premier tu vois grand format. Et quoi qu'en disent, tu vois, les gens, le fait est c'est que pour l'instant tous les titres qu'on a sortis dans ces grands formats qui seront d'ailleurs l'intégralité des formats de l'année prochaine. Donc vraiment le format graphique novel. Ouais, voilà, toi, tu vois, quoi. grand format, tu vois. Et ben ça marche mieux quoi. Et effectivement, les libraires le sortent immédiatement du rayon, tu vois, classique, tu vois. On échappe à Batman, tu vois. Et donc il se passe quand même quelque chose de plus quoi. En plus du fait que le titre pour moi est très bon, tu vois, mais voilà, les gens sont plus attirés tout de suite et les libraires le sortent quoi. Donc c'est-à-dire que la clé du succès des comics indés en France pour toi c'est le rayonnage. Le succès, j'irai pas jusque là. Faire vivre certaines... J'ai envie de faire, tu sais, à la Bourdin ou à la de Malherbe. Est-ce que le succès, c'est le rayonnage? Le rayonnage, c'est le succès des comics en France? Est-ce que le succès des comics en France, c'est le rayonnage? Monsieur Beaujoin, Est-ce que le rayonnage, c'est le succès des comics en France? Ne répondez pas. Pardon, désolé. Mais du coup, sans plaisanter, le succès, c'est le rayonnage? Sans doute. Non, mais du coup... Non, mais... En tout cas, pas pour tous les titres. Je pense pas que ça fonctionne pour tous les titres. Mais pour certains titres qui sont à la frontière et à la lisière en fait, tu vois, de ce que les lecteurs de franco, de beaux franco-belges, on s'entend, hein, pas du classique, pas du 13, pas du, tu vois, pas des choses comme ça, parce que là on est sur une autre tranche de population quoi. Mais en tout cas voilà, quand c'est à la lisière et en fait que t'as des artistes qui sont fortement influencés par un héritage européen et français. Eh ben oui, nécessairement en fait si tu les mets dans ce format-là, t'as un lectorat qui débarque, qui est en phase en fait avec ces titres-là. C'est juste ça le truc quoi. Mais après t'as d'autres titres qui vont être, tu vois, ou sur des genres ou graphiquement, tu vois, comme beaucoup plus, je pense, d'héritage américain, purement américain. Là ils auront, je pense, une meilleure vie en, tu vois, en classique rayon comics quoi. Donc c'est toujours très étrange, tu vois, c'est très délicat de faire le bon choix et de les placer au bon endroit quoi. Mais le format en tout cas, je vais être un peu agressif, mais ça emmerde un peu les libraires en tout cas qui sont habitués au rayon comics. Tu débarques à un grand format, ils rentrent pas dedans. Mais on a fait un podcast il y a quelques temps avec des libraires où c'est abordé ça, le fait que la taille en fait ça les empêche de les ranger dans des rayons qui sont un peu... Tu vas au pied de biche mais tu les forces un peu quoi. C'est un peu ça quoi. Et est-ce que tu as fait un truc que parfois les éditeurs font et peut-être qu'ils devraient pas faire, parce que parfois ça leur donne des sueurs, c'est d'aller visiter des librairies cette année justement pour aller voir un petit peu comment tes bouquins sont rangés. Dès que je peux, je le fais. Ouais. Et le constat, c'est que les libraires, pour toi, ils arrivent à vraiment alors capter. Bah tu vois, j'étais en vacances, c'était en Bretagne cet été de mémoire. Ça passe vite en fait. Classe. Et dans un petit bled comme ça, tu vois, ou un petit bled de Bretagne, où il y avait une belle librairie, tu vois, plus de jeunesse, littérature et tout, avec un petit rayon BD, il y avait Apparition. C'est-à-dire que même des libraires, si tu veux, je me suis dit, ah tiens, ouais, c'est la couverture, le format, tout, le sujet, voilà, ça peut pénétrer comme ça des librairies qui sont pas spécialisées.
Donc voilà, il faut continuer. Mais encore une fois, il y a aussi un autre truc que moi j'ai vu cette année. Et d'ailleurs, j'avais vu passer un tweet de Ron de Label 619, Ron, ouais. qui se posait la question justement de est-ce que le public français est encore réceptif au genre, à la question du genre. Et je pense que c'était une vraie question. Je pense qu'il a raison, hein, parce que même dans les BD américaines qui sont sorties ces derniers temps, tout ce qui est purement genre en fait. En dehors du super-héros qui est très identifié, qui a son lectorat très spécifique, la question de la SF, de certains trucs comme ça peut être compliqué des fois. À part Saga qui est très installé dans le temps maintenant. Mais sinon, t'as des choses comme ça, c'est très compliqué si t'as pas une approche très européenne en fait de la question. T'as une partie du lectorat qui quitte quand même le navire quoi. Je sais pas, tu vas faire un truc, une BD de cow-boy aujourd'hui. Américain, tu vas publier en France, tu vas galérer comme, tu vas vraiment sortir les rames. Tu vas faire un truc, tu vois. C'est le western dessiné par Hayden Sherman là. Oui. C'est super compliqué à. Above Snakes. Ouais. Super compliqué à sortir en France. Moi, j'y ai pensé pendant très longtemps. J'ai tourné autour du pot, vraiment, j'ai hésité à le faire. Vraiment, j'étais à 2 doigts quoi. Et puis je me suis dit. Mais attends, parce que du coup quand même, ce que tu sors cette année, enfin, à part peut-être Lovecraft qu'on pourrait qualifier comme un peu hors catégorie, ça c'est quand même de la science-fiction. Oui, mais c'est de la science-fiction qui a une approche très européenne qui se passe en Europe. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je te parle vraiment de genre très américain. Si tu veux faire du slasher, tu vois, par exemple, en BD, tu vas faire un truc d'horreur, tu vois, vraiment très américain, tu vois, avec tous les codes, tu vois, de traditionnels. Tu vas vraiment sortir les rames, je trouve quoi. C'est-à-dire que t'as une partie du lectorat qui va quitter le navire. Et en même temps, ça se voit aussi, tu vois, si on monte un peu en hauteur, oui. Si tu regardes le niveau du cinéma, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que t'as quand même des perditions, tu vois, le super-héros intéresse moins les gens parce que voilà, pour des raisons X ou Y, tu vois, de qualité, de rapport aux choses et tout. Mais puis paf, d'un seul coup, tu vas avoir un film sur la bombe atomique par Christopher Nolan que je porte pas dans mon cœur en plus, mais qui fait un carton. Tu vois, et ainsi de suite, tu vois, c'est des espèces de trucs en fait où tu sens que t'as une partie du lectorat qui est peut-être un peu épuisée par la question pop culture, tu vois, comme ils disent, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tous ces codes en fait qui ont été ultra éculés, ultra utilisés, je pense qu'il y a une partie des gens qui commencent à se dire ça nous fatigue. C'est-à-dire qu'on sort de la période du geek pour aller vers de toute façon, je pense que l'avènement de ce qu'on appelait la culture geek, en plus j'ai travaillé dessus un peu quoi. Oui, chez Hachette et Rose. Chez Achérito, j'avais fait le premier livre sur la culture geek en France chez Robert Laffont. Ah yes, ok. Mais donc je pense que à partir du moment de toute façon où on définit les choses, on les tue. Donc à partir du moment où moi mon livre c'était à peu près ça, c'était pour dire on l'a nommé. C'est toi qui l'as buté en fait. Non, mais c'était pas moi. Mais c'est à partir du moment. C'est Nicolas Bougeant dans la librairie avec le bouquin. C'est l'idée qu'à partir du moment où tu nommes les choses, à partir du moment où tu nommes un courant, ou en tout cas tu l'enfermes, en fait tu définis son périmètre, d'une certaine façon tu viens de le tuer. Et donc à partir du moment où tu l'as tué et défini, ça sert à quoi? Ça sert au marketeur en fait. C'est tout en fait. Et donc là je pense qu'on est dans une période comme ça où on a un peu épuisé les gens sur des questions de genre quoi, qui sont pourtant fascinantes, tu vois, qui peuvent développer des choses magnifiques quoi. Mais je pense que voilà, les gens en ce moment ont envie de films ou d'ouvrages, tu vois, qui fait monter leur périmètre de regard sur le monde, tu vois, qui leur donne un peu de hauteur. Donc c'est ces titres là, si tu veux, qui peut-être un peu plus d'enjeu, tu vois, un petit peu plus de hauteur, d'individualité ouais. Peut-être aussi. Tu vois, un truc dont tu classes pas dans une catégorie de ça ressemble à machin, ça ressemble à bidule, et qui a juste une identité propre à soi, parce que c'est ça Oppenheimer, tu vois. Beaucoup de gens s'intéressent pas du tout à Oppenheimer, n'y pensent pas au quotidien, ni à la bombe atomique ou nucléaire, mais le film en lui-même est devenu un sujet de débat, sans même le rapprocher avec d'autres films qui pourraient lui ressembler, tu vois. Ah, et puis, c'est des sujets, si tu veux, puis c'est Nolan quand même aussi. Mais il a jamais, tu vois, Tenet, par exemple, ça a pas eu le même effet parce qu'il faisait peut-être plus Nolan, alors que là, il y a aussi un sujet historique. Sorti Covid, il y avait une époque aussi, hein. C'est quand même l'un des films de Nolan qui marche le mieux depuis Inception. Oui, non, je pense que ça cristallise aussi une époque. Parce que après, moi j'ai pas vu le film. Je le verrai sans doute jamais même. Mais pourquoi? Parce qu'il préfère regarder Ant-Man and the Wasp. Tout à fait, bien sûr, voilà. Tout à fait. On y revient. Non, mais Quentin dans les deux cas en plus. parce que je vais jamais voir ces films parce que le peu que j'ai vu lui à chaque fois, ça me hérisse quoi. Parce que voilà, bon, c'est pour d'autres raisons, c'est pas le sujet quoi. C'est pas le sujet. Mais je pense que peut-être que sans le vouloir, si tu veux, son film était comme de la même façon, je pense que les super-héros ont un problème post-prométhéen, on va dire. C'est-à-dire que voilà, le super-héros était une promesse prométhéenne pendant très longtemps, et la bombe atomique aussi. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui, on est dans, tu vois, le post-prométhéen, on se dit ah merde, on a eu le feu, mais qu'est-ce qu'on en a fait quoi. Et donc on est dans ce truc-là en fait en ce moment, je pense, tu vois, les gens ont envie de, tu vois, de réfléchir à ce qui les entoure. C'est pour ça aussi, je pense que c'est aussi la réussite de tout ce qui est BD, tu vois, documentaire et compagnie. Je pense qu'il y a une envie de
d'apprendre, tu vois, et de regarder le monde différemment, quoi. Donc voilà, après là on échappe un peu au... Mais à l'opposition d'une envie de s'évader alors, parce que la BD documentaire, il y a rien de plus terre à terre. Mais je pense qu'on est dans ce qu'on appelle les périodes de solidification. C'est-à-dire qu'en fait les gens ont vraiment besoin d'un retour au réel, tu vois. Je suis d'accord avec ça. Assez dur, quoi, tu vois, et de comprendre en fait, et d'appréhender le monde autrement, quoi. Et toi, parce que vis-à-vis de ce qui arrive l'année prochaine chez 404, t'es pas du tout dans cette proposition, donc si quand même, il y a beaucoup d'ambition. Graphique ou tu vois en termes d'histoire. Mais c'est pas du retour au réel, ce que je veux dire. Si, en partie, il y a comme une grande partie de reconquête du réel. Après, mon réel est peut-être pas le réel des autres, mais ça c'est à peu près sûr. Je crois que on a un petit peu compris. On va parler quand même des deux créations qui sont sorties cette année. Non, cette année. Non, Mundus c'était l'année dernière. Non, mais Big Under. Ah oui, Big Under et Lovecraft, les deux qui sont sortis cette année en 2023 chez toi. C'est les catacombes. Avec du coup tu vois, ça c'est quand je perds mes mots en podcast. Ça n'arrive jamais. De romans graphiques. Non, deux réactions, je voulais dire, tu sais que c'est. Ouais, vas-y, définis. Parce qu'il y en a qui c'est un gros succès et l'autre c'est pas du tout un gros succès, donc c'est deux retours à l'opposé. Voilà. Le problème c'est que Big Under est sorti en janvier et au moment en fait où tout s'est donc c'était le pire moment. C'est le pire moment pour le sortir. Je pense. Mais pourtant c'est toi qui avais choisi la date de sortie. Attends, j'ai pas toujours raison, hein, sinon je serais riche, beau. Ça tu peux pas grand chose. Si, parce que je serais riche donc je serais beau. Enfin bref, c'est logique. Voilà. Regarde Trump. Non, ça a été le pire moment pour le sortir. C'est triste, quoi. C'est un titre, voilà, qui est mort-né, quoi, on va dire. Il a été rangé au rayon comics, lui. En partie, mais je t'avoue que ça a été vraiment une période où, tu vois, on l'a sorti pendant Angoulême. Parce qu'Angoulême, ça a super bien marché Angoulême, mais comme Salamandre à Angoulême avait super bien marché, tu vois, Yann, tu as été là et le titre a pas non plus, tu vois, sur le moment super bien marché, quoi. D'accord. Sauf que le problème c'est que tu vois les titres français, bah c'est vraiment si tu matches pas au début, ça se casse la gueule tout de suite, quoi. Tu perds l'envie. Est-ce que Et pareil, une erreur qu'on a fait, qu'on fera pas, c'est que on finira Mundus par exemple, tu vois, Big Under, je pense que ça va être très compliqué. Ouais. Malgré l'envie, toute l'affection que j'ai sur le projet et tout, c'est les chiffres nous permettent, je pense pas aujourd'hui. Bah après, tout peut se passer, tu vois, encore. Mais Mundus, il y aura une suite. Mais par contre, ce que je ferai plus dans l'avenir là pour la suite, là, toutes les créas entamées sont pas en suite, quoi. Ouais. C'est des one shots. T'arrêtes les céréales, quoi. Ah ouais, c'est l'enfer. Ça c'est vraiment. Après ça c'est vraiment dans le paradigme d'aujourd'hui, c'est que les gens, d'ailleurs c'est marrant parce qu'on en parlait dans le dernier podcast avec Run, mais en fait vraiment le souci du lectorat, c'est que la série en tant que telle, le format sériel, en fait c'est super dur. Les gens n'en veulent pas. Et quelque part, ce que moi je disais à Run, c'était que c'était vraiment, et avec lui c'était la conséquence directe du binge watching, en fait. Qu'on prend avec des années, en fait, d'avoir été éduqué maintenant à ne plus attendre, et que les gens, en fait, ne veulent plus faire ça non plus sur quelque support que ce soit, en tout cas sur un autre support visuel comme la bande dessinée. Si t'es pas capable, en tout cas, de sortir, tu vois, des titres ou alors, tous les 3 mois. Tous les 3 mois, oui, c'est ça, parce que il faut produire tout en amont. Parce que le manga, c'est très bon contre-exemple. Mais de la même façon, si tu fais ça, même si tu veux le sortir tous les 3 mois, si le premier marche pas, c'est pas l'attente qui crée le truc. Là, tu te vautres survautres, quoi, tu vois. C'est aussi peut-être une question de surconsommation culturelle, tu vois. Genre là, par exemple, House of Dragon, les gens attendent leur retour comme des bêtes. Mais il y a tellement de séries, tellement de trucs qui sortent, tellement d'événements culturels qui vont. Moi, je te parle vraiment mais de BD quand même, quoi, parce que. Je suis pas forcément d'accord, parce que encore une fois. Je saurais pas quelle est la BD quelle est la série moderne qui fonctionne vraiment. T'as quelques épisodes. Non, hors BD, manga. Non, mais manga, bien sûr que oui. Mais manga, c'est parce que ça sort tous les 3 mois, parce qu'ils ont une industrie qui est faite de façon que c'est faisable. Nous, on n'a pas du tout ce rapport à la production de bande dessinée. Saga. Où on n'a pas. Mais les gens étaient contents du retour de Saga. Oui, mais Saga, c'est un truc entamé il y a des années maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Tu as lancé un truc moderne aujourd'hui. Je suis pas sûr que tu sors. Créa, pas en acquisition de droits, parce que encore une fois aussi, la publication de Saga, c'est mensuel aux États-Unis, tu vois. Donc c'est un rythme aussi que on n'a pas en France. Il y a personne qui en France fait de la créa originale à un rythme mensuel. C'est ah bah oui non. Non mais c'est. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Je pense que ça reviendra. Je pense que parce que tout est cyclique, donc ça reviendra. Mais là en ce moment, ouais, c'est. J'en veux de l'autocontenu là. Ouais, je pense qu'il y a ce désir, d'en avoir. Tu sais que les gens, oui, c'est ça, mais après, c'est presque un rapport vraiment très,
les pommes sont un peu, enfin j'ai plus de pommes pour le même prix, tu vois, où c'est pas forcément la qualité de ce que tu vas lire, mais on te dit si au moins j'ai un récit de 300 pages, genre ça va forcément être mieux que si c'est un album de 60 pages où j'aurai la suite un an après, tu vois. Et ça c'est super bizarre quand même. Parce que t'as deux choses différentes. T'as d'un côté le lecteur de comics tradi qui lui va effectivement regarder le rapport, tu vois, prix page, ce qui est bon, très étrange, mais pourquoi pas. Ok. Ça, tu sens qu'il veut pas se fâcher avec personne. Oui. Non, mais c'est pas mon environnement. J'en fais pas. Je vais pas, tu vois, juger la consommation des gens qui ont l'habitude d'en consommer beaucoup d'un truc particulier, tu vois, qui moi m'échappe, tu vois, c'est pas du tout mon environnement. Mais par contre, je pense que les gens ont surtout envie, tu vois, d'avoir effectivement d'acheter des récits contenus ou alors en 2 tomes peut-être, tu vois, un peu lourd, tu vois, qui va leur prendre un peu de temps, et ils ont l'impression d'investir quand même dans quelque chose, quoi. Et donc c'est un rapport, si on était tous épanouis, tu vois, financièrement, que tout allait bien, je pense que la question se poserait vachement moins. Oui. Mais chaque achat aujourd'hui est quand même, tu vois, t'y réfléchis, quoi. Tu te dis, est-ce que je rachète le 2e paquet de pâtes ou est-ce que je me prends un bouquin? Il y a quand même un peu de ça. Donc, non, mais pour les gens pour qui c'est une vraie question, là, je l'entends parfaitement, mais pour ceux qui, de toute façon, pour moi, les gens qui se poseront la question de devoir s'acheter à manger, à mon avis, sont pas ceux qu'on retrouve dans les librairies, tu vois. Je pense qu'ils se la posent beaucoup. Enfin, je sais pas, mais je veux dire, à partir du moment où t'as ton quotidien, c'est vraiment de savoir vraiment si tu vas pouvoir manger. Je pense que tout ce qui est loisirs et les livres sont complètement secondaires. Non, mais la question se pose justement à tous les niveaux. Je suis pas dans le besoin, loin de là. Mais, tu vois, quand je fais mes courses, je me pose même moi, tu vois, des fois des questions. Je me dis, est-ce que je prends ce truc-là ou pas, tu vois. Faux, ouais. Parce que, voilà, aujourd'hui, les prix ont tellement augmenté que tu te poses quand même des questions que tu te posais pas hier. Donc, pour la consommation culturelle, c'est la même chose. Aussi, une baisse de fréquentation au cinéma, c'est aussi ça. À un moment donné, faut aussi regarder la réalité que ça coûte du pognon pour tout le monde et que quand il y a moins de pognon, toutes les activités culturelles en prennent un coup dans l'aile, quoi. Donc, le cinéma, tu vois. Les activités en général, voilà. tout ce qui est pas dans l'utile immédiat, je veux dire, il y avait eu des chiffres par rapport au fait que les gens commençaient à renoncer à leurs factures médicales, enfin à leurs soins médicaux, parce que c'est ce qui est dramatique. Tu vois, c'est pareil, tu fais des calculs d'équilibre. Surtout les dents en lunettes, tu vois, c'est les trucs. C'est ça, cette dent-là, je la ferai enlever le mois prochain quand j'aurai vu si mon budget tient pour ce mois-ci, tu vois. Non. Et ceci dit, si on met de côté la question économique, comme vous dites, c'était il y a longtemps, Saga par exemple, peut-être qu'aussi on sort d'une période où il y a eu beaucoup justement de séries qui ont été entamées, et que les gens maintenant en fait sont il y a peut-être eu des déceptions de séries annulées ou alors juste ils ont investi du temps et de l'argent dans des trucs qui ont été décevants à la fin et qu'on revient à un truc. Parce que c'est pareil, encore une fois, au cinéma, justement, il y a plus forcément l'envie qu'on avait à une époque de suivre l'univers Marvel. Tu vois, qui a un peu tenu, par exemple, les films Marvel pendant très longtemps. Ça peut tenir qu'un temps. Voilà, tu peux pas tenir les gens en haleine pendant 20 ans. Et si tu regardes les films qui ont été des gros succès cette année, il y a eu en étant là continuellement. C'est pas Star Wars qui fait 3 films, tu vois. Mais même Star Wars. Dans les années 80, de 77 à 83 ou 84, je sais plus. Mais même Star Wars, ça a beaucoup décru. Tu vois, cette année, les Star Wars, j'ai l'impression que c'est en train de battre de l'aile aussi. Mais parce que, en fait. Parce qu'ils sont trop présents sur Disney+. Hein. Et donc, tu peux pas maintenir, si tu veux, cet engouement. C'est normal. Oui, peut-être qu'on a aussi envie de nouveautés. On sort de la période Covid, qui est un traumatisme pour tout le monde. On a envie peut-être de vivre des expériences plus rapides. Non, mais c'est un ensemble, ça a fait autre chose. Tu peux pas maintenir les gens, tu vois, sous le joug, tu vois, d'un truc, d'un intérêt, tu vois, pour les choses, c'est pas possible. Il y a financièrement, tu vois, c'est un ensemble de choses qui font que, oui, les gens aujourd'hui, ils préfèrent, concentrer les achats. Et en plus, tu vois vraiment les phénomènes de groupe, tu vois vraiment les instincts grégaires, tu vas se mettre en place. La réussite, et je félicite François pour la réussite de Nice House on the Lake. Il y a quelque chose quand même de cet ordre-là, je trouve, qui se joue dedans. Quand t'atteins, si tu veux, ce niveau de vente et de concentration, si tu veux, de l'attention d'un lectorat, c'est-à-dire qu'il y a quand même, pour moi, après je peux me planter, pour moi, il y a quand même l'idée, tu vois, de comme si, voilà, les instincts grégaires du consommateur, tu vois, d'objets culturels, lui disait, on doit en choisir qu'un, ce sera celui-là parce que tout le monde y va, quoi. Tout le monde se retrouve dedans, quoi. Lui, de la même façon qu'il y a que Nice House et Environnement Toxique qui ont été nommés dans toutes les sélections cette année. C'est-à-dire que comme si, en fait, si tu veux, d'un seul coup, voilà, il fallait choisir nos champions chaque année, tu vois, en fait, et on allait tous y aller pour être tous ensemble. Mais moi, ça, j'insiste dessus à chaque podcast, c'est pas juste une question de consommation du lectorat comics, comme tu le disais, une fois que tu passes c'est beaucoup plus large. De toute façon, il faut toujours regarder plus haut. De la même façon que la crise du livre aujourd'hui, c'est pas que le comics. Si tu regardes le beau livre, le roman, enfin, c'est une année noire. Tu vois, moi, ma copine, par exemple, c'est pas une lectrice de comics assidue, mais c'est une lectrice de comics, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans son cas. Elle chope, on va dire, 15 albums par an. Et du coup, évidemment, elle va prendre plutôt ceux dont tout le monde parle, ou en tout cas ceux qui l'intéressent à un titre très personnel. Mais par contre, le reste du temps, elle va jamais se poser la question, passant devant un rayon comics, de juste fouiller pour voir les nouveautés, etc. Parce que cette consommation-là, elle est occupée que par quelques titres. Elle a des cases, grosso modo, qu'elle va remplir par rapport à son envie du moment.
Et après, derrière, il y a pas la curiosité de se dire, ah, ce truc-là, etc. Enfin, ça peut arriver, hein, ceci dit. Mais tu vois, moi, j'ai aussi pas mal de potes qui, des fois, lisent même sur Twitter, on en connaît plein, qui lisent des comics parce qu'ils voient qu'il y a une culture, une richesse qui existe, mais jamais de la vie, ils vont mettre les thunes que nous, on met tous les mois pour acheter des BD. Donc, ils vont prendre le truc dont un pote leur a parlé, ou qu'ils auront vu un rayonnement autour. Et même, à mon avis, on peut pas, enfin, comment dirais-je, motiver ces gens-là à dépasser le seuil que eux, ils sont prêts à investir en général dans une année de production, tu vois. Comme il y a des gens qui vont qu'une fois au cinéma par mois et ça leur va très bien, c'est une sortie culturelle. En couple, j'y vais en famille, 2 fois par etc. an, au mieux. Ouais, voilà. Bon, moi, j'y vais 5 fois par mois, mais il y a d'autres, tu vois, il y a d'autres C'est faute gens... de temps, hein. Moi, c'est une question de temps. Ouais, bah, remarque pareil aussi, sinon j'irais plus, mais il y a des gens pour qui justement ça leur va très bien, ils attendent, tu vois, comme la Godzilla Minus One, on a vu beaucoup de gens qui disent pourquoi ça sort pas au cinéma, pourquoi ça sort pas au cinéma. Et pour nous, ça nous paraît un peu bête, tu vois, de se dire mais pourquoi effectivement ce film-là qui a l'air de plaire à tant de gens ne sort pas au cinéma, mais en fait, il y a des gens, ils vont aller voir un film ce mois-ci, et si tu sors à côté un autre film qui pourrait les intéresser, ils vont pas aller le voir parce que juste ils ont pas le temps à investir, l'envie d'investir, etc. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'il faut faire grossir le parc de lecteurs, à mon avis, plutôt que juste se référer à l'idée que On fait pas grossir le parc de lecteurs. Je pense qu'il faut ouvrir les portes, en fait. Tu veux, en fait, créer, voilà, des passerelles. C'est juste ça. En fait, le lectorat, il va pas bouger, hein. oui, mais la pratique Parce de la qu'en fait, lecture, il faut regarder le lectorat de manière globale. Après, Il t'as peut des pas habitudes. s'agrandir. Hein? Tu penses pas qu'il puisse s'agrandir quand même Sur- en général? Sur la BD américaine, comme elle a été publiée depuis 10 ans, non. Je suis pas d'accord. Je pense que le format, il y a plein de choses qui font que c'est pas adapté à un public suffisamment large. Et puis après, de toute façon, on parle de BD américaine, mais on voit aussi que sur le manga, par exemple, il y a eu une grosse croissance ces 2 dernières années Il y a une baisse de 20. voilà, et qui est une baisse maintenant. En fait, une stabilisation qui va s'effectuer sur 2024 et va peut-être donner aussi, effectivement, on va dire, la taille du manga, enfin, du lectorat manga. Qui sera énorme. De toute Ouais, façon, qui sera parce que énorme. Mais tel qu'il est. Et a priori, ça veut dire que c'est aussi un lectorat qui ne sera pas forcément amené à croître plus que ce nombre-là, en fait, vers lequel Il est en va train de baisser, se gonfler, stabiliser, tu vois. ouais. Ça va aller en fonction, des habitudes, parce que c'est les plus jeunes, quand même, qui créent les dynamiques, hein. Sur le marché du manga, en tout cas, en particulier. Ce qui est pas le cas de la BD, américaine. Américaine ou franco-belge. Voilà, je complète ta phrase. Ouais. Non, mais cette partie-là, voilà. C'est pour ça que ce petit format, si tu veux, qui se retrouve aujourd'hui à coûter 18, tu vois, 17, 18 euros, voire 19 pour certains, ce petit format, en fait, qui est celui qui a été, lancé, enfin, tu vois, par Urban, suivi par Delcourt, tout ça. Numéro classique d'une Voilà, série tu vois. mainstream. Celui-là, il est mort, je pense. Ouais. C'est mon sentiment. Et pas forcément pour le super-héros. Même si le super-héros, je pense que revenir au souple serait pas une mauvaise solution, et pas une question de coût, une question aussi d'espace, de plein de choses. Pour les rayonnages, tu vois, même pour les librairies et tout, il y a une question, je pense, à penser à ce niveau-là, quoi. Mais Après, ça, ils sont prisonniers des contrats cadres aussi qu'ils ont avec les grandes boîtes, tu vois. Enfin, on sait très bien que Urban et Panini publient aussi des trucs qui sont pas obligés de publier, mais qui doivent publier pour. Oui, alors ça, moi, je jugerais pas ça, j'y connais rien, tu vois, là, pour le coup. Ouais. Mais moi, c'est juste ce format-là, je pense qu'il est, il est compliqué aujourd'hui, quoi. à Le faire standard, ouais, mais on le voit de toute façon parce que d'un côté, t'as des collections à petit prix. Alors, t'avais des collections à petit prix Sensu Stricto, mais maintenant, t'as les offres de poche, on va dire, donc Urban Nomad et Marvel Pocket l'année prochaine, qui apparaissent, enfin, qui sont là certainement pour s'installer. Et de l'autre, les grands formats, donc de Urban, mais aussi des éditions un peu de luxe chez Panini. Et puis voilà, vos albums, tout ce qui sort vraiment du roman graphique et tout ça. ça que tu... Et entre les deux, effectivement, t'as ce standard-là, qui effectivement, pour certaines œuvres, je pense, clairement, est mise en danger, et je sais pas si, mais pourtant, tu vois que chez Delcourt, ils ont gardé ce format et ils y restent, tu vois. Et quelque part, par rapport aux augmentations de tarifs et tout ça, j'ai l'impression que ils compensent énormément. du coup, en fait, ouais, personne. Mais personne ça peut pas ne durer. vient- Mais tu vois, ça peut pas durer ad vitam. Tu vois, ce format intermédiaire, quoi. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'éditeurs, qui compensent en fait les coûts. Tu vois, qui se disent bon, c'est peut-être un moment donné, tu vois, il faut qu'on tienne le coup. Moi, je pense quand même que, tu vois, sur le long cours, ça va être compliqué, quoi. Je pense qu'il y a j'ai pas la solution, sinon je serais en train de l'appliquer. Bah, si la solution existait et qu'elle était simple, elle serait sûrement je pense trouvée. je pense que déjà, ce qui est une chose importante, je pense, c'est qu'il y ait des formes spécifiques pour les éditeurs, tu vois. C'est qu'il faut qu'ils aient leur environnement, tu vois, dans lesquels ils s'épanouissent, en fait. Que ce soit le format, le truc, le machin. Enfin, vraiment qu'il y ait des identifications plus fortes, en fait, tu vois, des éditeurs, et aussi, notamment, pour se démarquer un maximum de la surproduction super-héroïque, quoi. Qui prend énormément de place, quoi. Ouais. On va aborder l'autre créa quand même, qui pour le coup est le gros succès. Succès, on se détend. Bah, Ça fait plaisir pour l'instant. N'ayons pas peur des superlatifs. Voilà. Par contre, la baraque aux Bahamas, je suis pas sûr de pouvoir la payer encore.
Oui, bon, tu sais. Ça a vachement je crois que baissé. l'immobilier baisse pas mal Les aux cyclones Bahamas et quand tout, même, quoi. ouais. Puis, si tu veux, j'ai des contacts Avec là-bas. la montée des eaux, en plus, les gens D'accord. vendent, donc Bah, ça le fait. Non, mais quand même, t'étais en rupture de stock directement. Justement, t'avais pas anticipé que ce serait tellement pris par Non, les mais en fait, libraires et c'est- du coup, tu te retrouves à la sortie avec une rupture de Donc on stock. parle du dernier jour de Howard Phillips. Exactement. Du dernier jour de Howard je Phillips, replace un peu. Lovecraft, où tu te retrouves au jour de la sortie en rupture et tu te dis merde, j'aurais dû imprimer plus Alors, parce que j'aurais une meilleure mise en place. Là, on va devoir parler justement parce que je sais que c'est arrivé aussi à Sullivan sur les Tortues Ninja où j'ai vu des gens dire mais je comprends pas pourquoi c'est déjà en rupture, tu vois, machin. Alors, on va expliquer un truc. Explique-nous. On fabrique avant que les commerciaux aient des marchés. Voilà. Donc en fait, c'est déjà si tu veux quand t'es sur un marché qui est quand même pas en forme. Quand tu vas dire, tu vois, à ta patronne et encore plus aux gens derrière au marketing et tout machin, il dire il faut qu'on fabrique beaucoup parce que je le sens bien celui-là, alors que tu vois t'as pas vendu beaucoup avant, t'es pas super suivi. Ou tu sous-évalues. C'est pas que tu sous-évalues, mais en tout cas tu fais en fonction aussi des retours que t'as autour de toi. Donc on avait poussé à 5000, ce qui était la première fois qu'on fabriquait autant. C'est ton plus gros Ouais. tirage pour l'instant. Et quand en fin de prospection, tu vois, les commerciaux te disent on a placé 4006. Là tu dis ah bah merde. Voilà, j'ai ma capacité de réassort, tu vois, est super limitée, mais tu peux pas refabriquer tout de suite parce que déjà il faut que tu sentes la teneur si tu veux des ventes. Parce que là, c'est ça, c'est que t'as 400 000 exemplaires placés en librairie, ça veut pas dire que 4006, tu vois. ça veut pas dire qu'ils vont être vendus Voilà. aux gens. Donc t'es obligé d'attendre les premières semaines de vente, enfin la première semaine, les 3 premiers jours en fait. Donc t'es comme un taquet, tu vois, tu transpires. et tu t'attends ce chiffre-là pour dire on refabrique ou pas. Donc après tu reprends un mois dans les dents, enfin 3 semaines et quelques pour refabriquer et avoir du nouveau stock, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que on a été en rupture et que oui, effectivement le titre a bien marché tout de suite et qui continue à bien marcher. C'est-à-dire que là le titre devrait sortie caisse devrait être à 4000 autour de Noël. Et sans un livre, voilà, c'est un livre où tu sens qu'il aura une vie, tu vois, longue, en Ouais. fait. Parce que j'ai jamais fait des chiffres comme ça pour l'instant sur aucun de nos titres. Donc, tu vois, par semaine, je suis là, je fais, waouh, putain, c'est génial. C'est le plus gros lancement 404. Ah oui. Ouais. Puis ça va être, je pense, pendant très longtemps, la plus grosse vente. Et en plus, on l'a vendu déjà dans 4 pays. Ça, c'est très Voilà. cool aussi de On est en train de discuter avec les ouais. Américains. C'est très long de discuter avec les Américains. On a une offre des Américains, une grosse maison américaine. Qui va te le découper du coup en single issues et que C'est ce qu'ils veulent ouais. faire, mais bon, bref. Ouais, C'est long, tu vois, de finaliser le truc, mais par contre, il sortira donc déjà en Pologne, en Allemagne, en Espagne et en Chine. Ah bon. Improbable. En Chine, ils aiment bien Lovecraft. Écoute, je sais pas, ils ont débarqué en disant c'est celui-là qu'on veut. D'accord. Ah non, au Royaume-Uni, non. Bah non, parce que généralement sur le marché anglo-saxon, ils Ils communiquent le par split un peu quand même, ouais. Donc voilà, bref. Mais et puis on a d'autres pays encore pour parler et tout. Donc voilà, c'est un titre. Voilà, tu sens que voilà, il aura une vie, une vraie belle et longue vie, quoi. Et qu'est-ce qu'il fait tu sais expliquer un petit peu qu'est-ce qui a pris cette fois, pourquoi parce que c'est le sujet, parce que Je pense que oui, en fait, en même temps, j'aurais envie de te dire le sujet, mais d'autres titres, tu vois, sur Lovecraft vont pas forcément aussi bien marcher. Ouais. Même la ressortie de Breccia a pas super bien marché. je sais pas si le cas date l'inconnu chez vos non, voisins. c'est pas foufou, tu vois. tu vois. Alors que tu vois, si ça avait été que ça, Les Culbard d'Aquileos, ils font ils ressortent en février là. Ces Ouais. chiffres-là en général ou Non, ils les ont Ouais. jamais fait, je pense. J'en sais rien en fait. C'est une belle vente. Ouais, mais en plus c'est sorti il y a tellement La première longtemps. intégrale et après Ouais. il y a plusieurs vies. Il y a eu tome par tome, une première intégrale et Ouais. là c'est une seconde intégrale. Parce que c'est comme Fear Agent, je sais pas si à chaque fois ça a fonctionné du tonnerre, mais vu qu'il y a eu un bel accompagnement et des belles éditions à chaque fois et des rééditions, Ouais. bah au total oui, ça fait une belle vie. Ouais. Et puis Et t'as là- le nom de Lovecraft là qui fait. Ouais, Qui fait le travail aussi, comme le dit Nicolas, en fait, le nom de Lovecraft, c'est pas forcément synonyme de Non, pas forcément. de vente quoi, immédiatement. Donc, Ouais. Donc là, bah, je pense qu'on a fait un bon livre. En tout cas, moi, j'en suis super fier. Donc, ah mais pareil, je veux dire, il y a des bons livres qui se vendent pas. Tu vois, ouais, mais c'était le bon moment. On passe derrière Kutanabe, tu vois aussi. Mhm. Tu parlais du côté BD documentaire, il y a aussi un peu de ça quelque part dans celui-là. C'est que tu as vraiment Oh. Non mais document. non mais attends, laissez-moi finir. Il y a une capacité d'apprendre. Voilà. En tout Voilà, cas, mais tu vas aller sur l'humain, Lovecraft. C'est pas une Oui. adaptation d'un de ses bouquins. c'est ce qui nous intéressait Voilà, nous. c'est hein. ce qui fait qu'il sort peut-être du lot par rapport à d'autres bouquins qui vont juste être des versions séquentielles de sa littérature. Ouais, enfin, ouais, oui, c'est vrai. C'est Merci. vrai. Tout ce que je voulais entendre. Mais en plus, alors, tu vois, les gens arrêtent pas de parler de cette couverture, par exemple. C'est con, hein. Mais le fait est que
J'aime beaucoup On ne cette juge pas, couverture. on ne juge pas un livre à sa mais j'avais couverture, j'avais mais pas envisagé, si tu veux, qu'elle plairait autant, en tout cas, les gens seraient autant attirés par elle. tu penses pas que Yacoub a fait une sorte d'incantation et que Ça, les c'est gens fort quand ils la possible. voient passer dans le Depuis magasin, les en fait, forêts c'est parce polonaises, que là, il est capable de faire plein de trucs. c'est un peu comme la Joconde, en fait. Tu rentres dans la librairie, du moment où il est placé vraiment face couverture, comme ça, visible, en fait, t'as l'impression que Lovecraft te suit du regard dans tout le magasin. C'est le cas. C'est le vrai Et du Lovecraft, coup, la tu te dis, oh merde, Lovecraft, il me suit, je vais le prendre chez moi, du Je coup. sais pas tu si vois. c'est Lovecraft je ou pense que c'est SOS ça. Fantôme 2, là, d'un coup. Mais non, mais il y a quelque chose d'hypnotisant. Moi, je l'avais déjà dit en plus quand je les ai interviewés. Oui, tu vois, mais il y a c'est- vraiment tu un vois, truc. c'est ça qui est drôle aussi, des hein. fois, comme ça t'échappe. Ouais. C'est que moi, j'ai fait la couverture, j'ai passé comme du temps, tu vois, sur cette couverture. Et elle a changé 1000 fois, parce que nous, on faisait le suivi sur Comics Blog. À chaque Mais- fois, tu nous envoyais un visuel différent. Donc, J'ai pas vu ça, en fait. Mm. Quand je l'ai fini, j'ai pas vu ça. Et le fait est, c'est qu'on m'en reparle souvent, quoi. Vraiment. Donc, le titre est bien, ça a plu aux gens, et nous, on est ravis. Hein. Je vais te dire, fais des BD de merde, mais soigne ta couverture. Et comme ça, Ça tu suffit les... pas non plus. Non, mais je pense que Tu voilà, les vendras. les gens connaissaient pas Yacoub non plus en France. Enfin, beaucoup Non. de gens connaissaient pas, tu vois. Mais Donc, qu'est-ce qu'ils te disent, les éditeurs étrangers, justement, quand ils viennent te démarcher pour ce projet-là? Ah bah, en Pologne, c'est l'éditeur Ça, de Yacoub en Pologne. évidemment. Les Espagnols ont répondu direct. On a envoyé. Et ils ont fait oui tout de suite. tu vois. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de gérer les droits chez vous pour l'étranger de votre On a quoi. quelqu'un, enfin, on a une équipe, en fait, Ouais. aux ventes de droits. Et puis après, moi, j'avais aussi identifié, j'essaye d'aider parce que on n'a pas une équipe qui est forcément, tu vois, complètement à l'aise avec, tu vois, tous les éditeurs européens. Donc, je fais des listes, tu vois, je dis, tiens, il a publié ça, c'est peut-être intéressant, tu vois, de forcer par ce côté-là et tout. Puis après, on se voit, tu vois, à Bologne, machin, enfin, on se retrouve tous un peu partout, quoi. Mais ouais, on a des gens et ouais, non, mais je crois qu'on a réussi un truc avec le Lovecraft justement parce que c'est une approche différente, parce que Yacoub est un artiste hors pair et différent de tout ce qu'on peut voir, je pense, régulièrement, quoi. Et que je pense qu'il y a des gens à qui ça permet soit t'as des gens, contrairement à ce que pense notre ami, il y a beaucoup de gens qui connaissent Lovecraft de très loin et qui en fait, qui vont pénétrer l'univers de Lovecraft comme ça, en fait, en se disant, ah ouais, il y a des trucs, ça me plaît, ce n'est pas qu'un raciste, tu vois, horrible, ce qu'il était aussi, mais C'était aussi un mauvais mari. ouais, C'était le pote de Houdini. Voilà, il y a plein de Voilà, trucs comme c'est ça. voilà. Mais Et il a inspiré Alan Moore au Oui, final. il y avait un dieu pharaon. aussi ouais, dans non, la mais BD. il y a il se passe un truc tout autour du livre. Je tiens à dire que j'avais deviné qui était dans la BD quand on avait fait l'interview de l'année dernière. Tu veux dire quoi? Ah, Alan Moore? Ouais. Ah oui. En même temps, toi, c'est la réponse à toutes les Exactement. questions qu'on te pose, quoi. Donc, quel temps il fera demain? Alan Moore. Voilà, Et c'est- par contre, il reste quand même des gens que les gens ont pas encore retrouvés, donc j'attends. Ouais, Pourtant, c'est évident, mais bon. c'est des jeux de Kiki. Voilà. D'ailleurs que je fais une petite parenthèse. Oui. Ce qui est drôle, c'est que Hexagon Bridge de Ouais. Richard Blake va sortir chez Urban. Moi, je communique beaucoup avec Richard Blake en fait, et lui, il a trouvé la personne qui est dans le livre que personne n'a Encore remarqué. Et c'est pour ça que moi aussi, je voulais signer Hexagon. Voilà, tu vois, donc il y a un truc qui se boucle, quoi. C'est ça, effectivement, il y a pas de petit hasard. Eh bien, écoute, C'est un défi. on va quand même regarder vers l'avenir aussi. Après avoir fait quand même tirer le bilan un petit peu de cette année. Pour 2024, seulement 4 bouquins. Pour l'instant. Pour l'instant. Avec peut-être un 5e. Peut-être un 5e. Voilà. Mais quand même sur un volume qui est du coup plus réduit que celui de 2023 encore. Alors, Ouais. ouais. Et ça, c'est aussi une volonté par rapport à comment le marché s'est un peu Ouais. resserré cette année, Bah. de pas proposer plus non plus. Même si t'as jamais été dans Non, mais il y a deux trucs. Un, Oui. faut en faire peu. Mm. Ça, c'est mon leitmotiv, c'est de dire il faut en faire peu pour que chaque titre soit un rendez-vous. Tu vois, c'est pouvoir créer un rendez-vous. t'en avec fais un tous les lecteurs. 2-3 mois en fait. Et voilà. Tu vois, pour que les gens se disent ah tiens, tu vois, c'est tu vois tous les 2-3 mois pouvoir popper comme ça, tu vois, et rappeler aux gens qu'on est là et dire c'est la fête, on se retrouve tous, quoi. Tu vois, c'est un peu ce côté-là comme ça qu'on l'envisage. Et puis après, je vais être très franc, il y a très peu de titres aux États-Unis en ce moment qui m'excitent vraiment. Il y avait Hexagon Bridge, mais bon, qui sortira chez Urban parce que François était plus agressif que moi. Mais il fait bien, hein, c'est un super titre et ça va être très beau chez eux aussi. Alors bien sûr, quand on parle d'agressivité, faut pas croire que François soit allé taper qui Ouais, que ce non, soit. ils ont pas fait un octogone. Ah si, ils s'en est pris physiquement à moi. Hein. Ah, c'est pour ça. Ouais, ouais. Bah, dis donc. C'est pour ça qu'ils toussent depuis tout à l'heure. Les révélations. Non, mais l'hôpital. donc il y avait celui-ci, il y en avait peut-être un ou deux autres, tu vois. Donc, je fais très attention maintenant justement parce que le marché est très fébrile.
Et je peux me planter encore quand même, malgré le fait qu'on en fasse que 4 ou 5, tu vois, mais choisir vraiment des titres où je sens que moi ils me plaisent vraiment, que 2 ils ont j'ai une capacité, si tu veux, de communication dessus, c'est-à-dire que les titres me disent quelque chose de comment ils doivent être apportés aux gens, et que les gens pourront, tu vois, tisser des liens, enfin, tu vois qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et tout, quoi. Donc ça veut dire que tu réduis vachement la voilure, quoi, tu vois. Mais voilà, je te dis, il y en aura peut-être 5 parce qu'il y en a un là, parce que je suis en train de regarder vraiment avec attention, mais l'autre c'est un titre un peu épais, donc je suis pas sûr de réussir à le faire dans l'année, quoi. Ouais. Surtout qu'il faut aussi après s'adosser, tu vois, sur des titres importants comme ça, sur des rendez-vous, c'est-à-dire qu'il y a des bulles, tu vois, Angoulême, tu vois, pour mettre en place des tournées, tu vois. Voilà, événementialiser au maximum le truc, quoi. Oui, accompagner chaque sortie pour qu'il y ait cette visibilité qui est hyper importante, notamment sur le lancement, parce que si t'es pas visible au lancement, tu le sauras pas forcément par après, sauf cas exceptionnel de bouche à oreille qui se transforme en truc comme ça, quoi. Tu pourrais nous donner juste, est-ce que je pense que ce soit une info secrète, mais juste un ordre de grandeur en général, une acquisition de droits, ça chiffre à combien? C'est plus quelque chose de 3-5 000 euros, plus de 10-15 000 euros, c'est combien ça peut moi, comme j'avais déjà dit ici, mais je sais, mais les trucs, c'est que les gens oublient entre temps, et même nous. Au-dessus de 5 000, ça peut arriver, 10 000, jamais pour moi. D'accord, ouais. Mais c'est quand même. C'est hors voilà. de question, en fait. C'est irremboursable. Ouais. C'est planter le titre, c'est se tuer, en fait. D'accord. Ouais. Enfin, ça peut arriver, mais la chance d'y arriver, elle est quand même extrêmement limitée. Et parce qu'on avait aussi vu, c'était notamment dans l'article de Jérôme Lachasse sur BFM où ton collègue Sullivan disait que. Mon collègue. Ouais, ton collègue, ton concurrent. Mon ami. Ton pote. Ton bro. Parce que ta zouze, j'en sais rien. Comment on dit, mais ce que je veux dire, c'est qu'il disait que les droits d'acquisition pour les comics c'était vachement plus élevé que les mangas, et a priori que on paye encore en fait en 2023 la fameuse montée des enchères qui avait eu au début des années 2012-2013 quand il y avait eu la flambée aussi de l'indé à ce moment-là. Je vais pas juger sur les chiffres. Mais c'est vrai qu'il y a encore qui peuvent poindre par moment donné. Hein. Il y a encore des trucs. Mais moi, de toute façon, j'avais déjà dit, je peux le redire, je ne vais pas aux enchères. Ouais. C'est-à-dire que je propose un prix. C'est le prix maximum que je considère acceptable, tu vois, pour faire vivre le titre. Et qui est cohérent par rapport à ton tableur. Par rapport à un marché et tout. Ouais. Donc ça, j'y joue pas. Donc je sais que j'entends parler, les ayants droit, enfin, les vendeurs de droits, en tout cas, nous donnent des infos des fois en disant, bah tiens, il a mis tant, je pense que tu vas pas y aller. Tu te pars. Tu fais, bah non, j'y vais pas. Mais donc on entend encore des choses, mais moi je connais pas les chiffres de la grande époque, comme on dit là. C'était des 30K parfois pour une série, quoi. Oui, non, mais c'est on sait que ça allait jusque là, quoi. Ça de toute façon, enfin, déjà 10 000 euros pour acheter un titre. Alors c'est super pour les artistes, effectivement. Certes. Mais encore une fois, je trouve ça aberrant. Voilà. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est une aberration. Donc effectivement, il y a des titres qui continuent à se vendre cher, mais il y a des gens qui se battent pour ça, quoi. Donc c'est ça, moi c'est ça qui me surprend. C'est-à-dire que tu vois, encore une fois, je mets un tarif, c'est fini, quoi. Alors que c'est vraiment les Américains qui aiment bien aussi justement avoir ce genre de. Les Américains aiment. Enfin, j'ai un vendeur de droits. ça aime l'argent. Qu'il soit français, chinois, anglais ou ukrainien, à un moment donné, son boulot, c'est de vendre des droits. Donc, plus les gens mettent des sous, plus il est content. Surtout que souvent, ils sont, tu vois, aussi à la commission. Donc, c'est logique. Mais voilà, est-ce que je pense que beaucoup de livres sont achetés beaucoup trop cher. Oui, et que ça a un impact aussi sur leur prix de vente après. C'est pour toi. Pas forcément. Ah ouais? Non. Ok. Non. T'as quand même, si c'est sur un gros groupe, non, c'est pas visible. Est-ce que c'est pas spécifique au marché français, ça, en plus? Le marché français, il est super dynamique. Voilà. En termes d'éditeurs, hein, j'entends. Je pensais au cinéma, tu vois, où c'est connu quand les Américains viennent vendre un film en France, ils demandent beaucoup plus cher que sur d'autres pays d'Europe. Parce qu'il y a l'idée, la France c'est le pays du cinéma, la France c'est le Festival de Cannes, la France c'est beaucoup de distributeurs qui même pas forcément les moyens, hein, tu vois, mais quand on sait par exemple combien Condor paye pour les films 24, tu vois, et même ils le disent, c'était trop cher, mais on a cette image d'Épinal d'un pays de culture, d'un pays de consommateurs, etc. Et on est aussi un des grands pays de la BD avec la Belgique en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas justement ce côté, les mecs savent que... Non, voilà, mais le problème, il est plutôt sur des phénomènes d'édition, quoi. C'est-à-dire que t'as en France encore des éditeurs qui bloquent sur des noms, quoi. Alors que ça ne veut rien dire en termes de vente. Au sens réussite, hein. Ça veut pas dire que le titre ne vit pas et qu'il a pas son public.
Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même encore des éditeurs qui fonctionnent comme dans les années 80-90, quoi. Tu vois, qui fantasment, tu vois, des noms, tu vois, ça brille, mais genre dans l'absolu, tu regardes le truc, tu fais, bah ouais, mais tu vois, la réussite, elle est pas là, quoi, tu vois, et c'est pas de ton fait, c'est juste que les gens répondent pas présent sur ce nom précisément, quoi. Et donc, tu vas continuer à avoir des espèces de phénomènes. Berserker en a été un, par exemple, quoi. De Kenny Wave, ça a été un phénomène complètement fou, quoi. Alors que ça s'est pas traduit par le même succès en France qu'aux États-Unis, pour le coup. Bah après, faut voir. C'est des titres ça qui reste peuvent revenir. quand même, ça reste des ventes hautes. Voilà. Par rapport au marché comics et tout ça, mais proportionnellement parlant et par rapport peut-être à quand même ce qui était investi, parce qu'on a quand même vu des pubs au cinéma, tu vois. Ça fait partie, tu vois, de ces moments donnés où de temps en temps t'as des coups d'édition comme ça, ouais. où, bah, en même temps, c'est bien de le faire parce que t'existes aussi, tu vois, parce que c'est un investissement, si tu veux, que tu mets là-dedans, qui te permet aussi de rayonner, tu vois. Surtout que là, on imagine très bien que ça va pas coûter 3 000 €, quoi. Non, probablement pas. Déjà, ça coûte même en VO, ça va pas coûter 3 000 €. Non, mais voilà. Mais donc de temps en temps, t'as des trucs comme ça et des gens qui vont se battre, des gros éditeurs qui ont envie d'avoir tel auteur, alors que dans l'absolu, bah, il y a pas de valeur sûre en France. Non, il vaut mieux travailler au titre, hein, vraiment, quoi. Et après, si jamais un éditeur, tu vois, développe depuis des années quelqu'un, faut pas y aller, quoi. Enfin, tu vois, c'est le minimum, quoi. Non, mais ça, c'est un idéal. Voilà, c'est ça. Non, mais en fait, effectivement, c'est quand même mieux quand on arrive à faire ça. Alors, bien sûr, il y a des choses des fois différentes. Enfin, tu vois, et puis il y a des volontés aussi d'auteurs américains ou autres, tu vois, qui, toi, de l'extérieur, tu te dis, ah merde, il est bien dans cette maison depuis 15 ans, puis lui, en tant qu'auteur, il fait, ah, moi, j'ai envie de me barrer, quoi. Donc, ça arrive aussi, tu vois, il y a pas de vérité absolue, il y a pas de bon, de gentils, oui, c'est méchants. pas les gentils les méchants, c'est pas non plus comme ça que ça marche, ouais. Mais par contre, voilà, il y a quand même un truc, voilà, qui fait que on a encore, ouais, effectivement, des coups, des fois, d'achat, pas chez moi, mais en tout cas, ça arrive, je vois ça. En même temps, tu dis ça, mais toi, tu restes sur Cantwell, tu restes sur Loveness, tu restes sur Colbard. Mais Cantwell, tu vois, François y a été aussi, tu vois, il a investi, tu vois, avec Urban, tu vois, sur un titre, voilà, qui sortira un jour, j'espère. Il a mis beaucoup plus que ce que je pouvais mettre, quoi, tu vois. Et c'est de bonne guerre dans l'absolu, tu vois. C'est pas grave. En plus, je préfère perdre, tu vois, une enchère. Enfin, encore, j'ai pas fait une enchère, j'ai fait une offre. Il a fait une suroffre. Il a remporté le prix. Donc, il y a pas eu de bataille, si tu veux. Puis après, on se parle, il y a pas de problème, tu vois. Et c'est de bonne guerre. Genre, le titre sera bien édité. Il y a pas d'angoisse. Et quand toi, elle sera heureux, tu vois, et ainsi de suite. Donc, il y a pas de problème, quoi. Mais, c'est quand même des dépenses qui, moi, me semblent, à titre personnel, encore une fois, et sans jugement de gentils méchants, qui me paraissent aberrantes, des fois, en termes d'investissement financier, effectivement, pour rentabiliser, encore une fois, le truc le plus basique du monde, rentabiliser un titre. Ouais, et pas perdre d'argent dessus. Donc, on commence janvier 2024 avec ton premier titre, un roman graphique, donc, qui s'appelle Au-dedans de Will McPhail. Ouais. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler, alors? On va faire juste un peu la présentation, vu que t'as que 4 titres. En vacances. Ça va être facile. En Bretagne. L'hiver dernier. À Dublin. Bah voilà. Et donc, comme tous les gens qui consomment beaucoup trop de bière? Non. D'accord. De littérature et d'objets graphiques. Comment personne n'y a cru. Voilà. Bref, je me retrouve dans une librairie et non un pub. En Irlande. Ça fait les deux. Et j'ai acheté, ce jour-là, je suis tombé sur In, donc de Will McPhail, dont j'avais jamais entendu parler, qui a dû sortir, je pense, pendant le Covid. Donc, en fait, ces titres-là qui ont été un peu oubliés, du grand public. Et puis un autre truc de chez Behemoth, je me rappelle plus, pas Children of the Comet, celui d'avant, après, bref. Et puis je l'ai lu direct, en fait, tu vois, dans un pub après. Donc peut-être l'alcool aidant, j'ai pas très bien compris le titre. Mais j'ai été saisi, en fait, vraiment, je connaissais son trait, parce que comme tout le monde connaît les dessins de New Yorker qu'on voit traîner sur le net, tu vois, popper un peu de temps en temps à gauche à droite. Donc je connaissais son trait. Je connaissais pas du tout ce titre intégral, hein, qu'il avait fait en roman graphique, effectivement, donc de 240 pages ou 270, je sais plus très bien la mémoire. 244, je crois. Et en fait, au début, c'est très drôle et tout, puis après, enfin, t'es saisi par la profondeur du truc, et voilà, c'est excessivement touchant, avec un jeu en noir et blanc et en couleur, en fait. Donc c'est l'histoire de Nick, donc c'est lui, en fait, c'est Will, hein, c'est dessinateur de presse, à Dublin, qui n'arrive pas, en fait, à rentrer en contact avec les gens, donc il joue sa vie, en fait. C'est-à-dire qu'il joue, mais au sens théâtral, c'est-à-dire qu'il est en action théâtrale tout le temps pour jouer sa vie, c'est-à-dire qu'il est pas à l'aise avec les gens, donc en fait il joue un personnage, il s'invente des rôles, tu vois, et donc il est que dans le small talk, et donc
la distance avec les gens d'une certaine façon. Sauf qu'un jour, il arrive à rencontrer, il y a quelqu'un qui vient réparer ses chiottes et il arrive à se connecter directement avec lui en fait. Et donc là, tout le bouquin passe en couleur et tu vois donc le héros en fait dans les montagnes, tu vas découvrir en fait un environnement nouveau qui est en fait l'autre en fait, tout simplement quoi. Et donc tout le livre se joue comme ça, voilà, sur la rencontre à l'autre, notamment une rencontre amoureuse et une perte personnelle très forte. Et tout se reboucle à la fin, voilà, sur finalement qu'est-ce que c'est que de vivre aujourd'hui et comment on a besoin quand même des autres et comment on a besoin aussi de laisser les autres pénétrer nos mondes intérieurs en fait, si on veut vraiment vivre avec eux. Et donc là-dessus, on est peut-être dans ce rapport au réel dont tu parlais avant que les gens recherchent, puisque c'est pas non plus c'est pas de la SF. Non, ouais, là on est vraiment sur et encore une fois, tu vois, c'est un titre. J'aurais pas eu, si tu veux, je me suis jamais dit, faut que je fasse un roman graphique en noir et blanc avec des pages couleurs d'un mec du New Yorker parce que là, pour la presse, c'est super bien et tout. Non, c'est vraiment un coup de cœur. C'est vraiment une rencontre avec un bouquin, comme le bouquin, en fait, t'invite à pénétrer, tu vois, à laisser les autres pénétrer ton monde, tu vois. En fait, t'as tout ce jeu-là et je me suis dit, putain, c'est génial, en fait. Enfin, c'est fabuleux. Puis moi, j'ai chialé comme une madeleine, donc, et ma patronne, après, derrière, a chialé comme une madeleine, on le fait, et voilà. Tu vois, on l'a fait tous les deux en pleurs. C'était très beau. Tu sens quand même que tu peux conquérir un public justement plus. Je pense pas à ça. J'espère juste. Mais dans un second temps, tu vois. Ouais, mais tu penses pas à ça. Tu te dis juste, j'ai envie que les gens le lisent. Mais tu vois, tu penses pas en termes marketing ou environnement et tout machin. Tu te dis juste, c'est un putain de bon titre. Et il faut que les gens le lisent parce que il se passe quelque chose. Et si jamais, bien sûr, des gens vont pas aimer, bien sûr, ça arrive tout le temps, quoi. Mais si tu te laisses porter, si tu acceptes l'idée, tu vois, du livre, eh ben, je pense que tu passes une très bonne expérience, quoi. Et surtout, tu découvres un dessinateur qui est un dessinateur de presse, et là, tu découvres un mec qui est capable aussi de te raconter une histoire, quoi. Et avec une belle maîtrise, je trouve. Tu vois, il y a pas de ventre mou, il y a pas de case en trop, il y a pas de. Je trouve que ça me fait penser. Si tu vois, moi, j'arrête pas de dire, ce serait comme une BD qui, tu vois, en rapport français serait entre les pilules bleues de Frederick Peters et puis Blankets, tu vois, de Craig Thompson. C'est espèce de truc qui fait la jonction entre ces deux bouquins, quoi. Tu vois, entre vraiment un truc très anglo-saxon et en même temps très français, tu vois, ces espèces de trucs qui naviguent entre les deux. Ou alors, tu vois, si je dois faire un truc un peu poussif, ce serait un équivalent de la série télé Fleabag. Tu vois, ces espèces de jeux, en fait, tu vois, sur la modernité, tu vois, sur le rapport amoureux aujourd'hui. Parce que tu vois, j'ai plein de défauts et notamment celui d'être bizarrement un grand fan de comédie romantique. C'est vrai que c'est bizarre. Parce que je pense que la comédie romantique, quand elle est bien faite, ce qui est assez rare quand même, hein, tu vois, faut le reconnaître, elle définit beaucoup de nos rapports amoureux et donc du réel aujourd'hui. Et donc c'est toujours très intéressant de voir comment est-ce qu'on redéfinit, comment est-ce qu'on raconte l'amour à un moment donné dans un pays, dans une, tu vois. Et ça dit beaucoup en fait d'un temps, d'une époque et d'un pays, ce rapport amoureux. Et ce bouquin-là, il a aussi ça, tu vois. Il rentre là-dedans, tu vois, sur le rapport amoureux en plus de l'ouverture aux autres. Voilà. J'ai peut-être trop dit. Non, du tout. C'est comme dit, c'est l'idée, c'est vu que t'as pas énormément de titres non plus, c'est de pouvoir juste voilà un petit peu faire le pitch de l'éditeur au cas par cas pour un peu savoir juste à quelle sauce on sera mangé l'année prochaine. Là, tu vois, ce sera un de nos livres aussi les plus chers, parce qu'il y a 26,50 parce qu'il fait 270. Je sais plus, mais ouais. C'est un beau bébé. C'est un beau bébé. En plus, sur lequel tu ramènes Will MacPhail au FIBD et tu fais une tournée en même temps. Non, on fait juste une date à Paris. Ouais. Parce que Will, de toute façon, travaille beaucoup, hein, dessinateur de presse, exigeant. Donc on fait Paris, on fait librairie super-héros, en face de Beaubourg, là. Voilà, je voulais quand même qu'il soit identifié et reconnu par aussi les librairies. Tu veux qu'on se rapporte quand même au roman graphique, tu vois, plus identifié en France et à Paris notamment. Et ils ont accepté tout de suite avec grand plaisir. Et puis après on fait juste Angoulême et ce sera tout. Vous avez un stand quand même alors? À Angoulême on a un immense stand, ce sera même un truc aberrant. On a même une zone d'expo, pour tout te dire. On ramène l'expo qu'on avait pour le dernier jour de Howard Phillips Lovecraft à Paris, on ramène et on a un espace d'expo dans notre stand. Dans votre stand, d'accord. Bam! Waouh! Alors que par contre, en termes d'invités, tu ramènes aussi l'équipe du dernier jour. Ouais, il y aura l'équipe et Will. Et c'est pour ça, c'est pour ça que vous faites vraiment les choses dans l'ensemble. Ensuite, le prochain, c'est Arca, si je me trompe pas. Arca de Van Jensen et Jesse Lonergan. Voilà, donc Jesse Lonergan, dont on a aussi déjà parlé pas mal dans le podcast avec Corentin. Un esthète, quand même. Un génie. À mon sens, un génie du
de l'art séquentiel, quoi. Ouais, du Un découpage type qui est notamment. capable de raconter juste avec des coupages, capable de raconter une histoire. Donc là, nous on l'a tous découvert, je pense, avec Edra, avec Edra, ouais. Planet Paradise et avec comment c'est le truc de course, Mistress Dale. Ah non, pardon. T'as dit quoi, lequel? le truc de course automobile. Ah, j'ai pas, celui-là, je l'ai pas pour le coup. Il est sorti en riso, il est magnifique. Tu pourras jamais faire plus Non, Conwasser que Nicolas, de toute façon. c'est un objectif à atteindre. Voilà, et puis après il a travaillé avec Mignola récemment et tout. Mistress Dale, les Barbarian. Et donc Et il va faire un truc avec des chiens et des chats dans l'espace l'année chez Boom prochaine. Studio. Voilà. Bien finalement. Et donc moi je le finance depuis très longtemps. Enfin j'achetais en fait Quoi? Regarde dit. En fait, au début en fait j'ai commencé par acheter ces projets en fait autofinancés en fait à New York, et il les vendait en ligne, et donc là que j'ai découvert avec Edra qu'il avait sorti d'abord en édition journal, en fait un grand journal en papier journal et tout, donc c'est une super édition qui était limitée à 500 exemplaires, un truc comme ça qu'il avait sorti lui-même. Donc j'ai commencé avec ça et tout, et j'ai toujours eu envie de le publier, mais le problème c'est que tu vois, commencer par un truc comme Edra qui est muet, qui est un truc purement de découpage, qui est vraiment très arty et tout, je me suis dit bon, ça va être très compliqué. Et donc j'attendais qu'il ait un premier projet comme ça un peu plus tradi, on va dire, et voilà. Et donc il a fait ce projet qui est sorti chez IDW avec Van Jensen. Oui, c'était dans leur programme IDW Originals. Ouais, qui a été semi-abandonné depuis, qui est un peu Oui. en C'est jachère. con parce qu'ils avaient plein de trucs, et c'est vrai qu'il y en a qui sont pas sortis, enfin Il y en a qui quatre sortiront qui sont sûrement sortis, pas, je quoi. crois. Donc là, c'est un peu Donc dommage. voilà, donc c'est ce titre-là, et donc c'est une histoire qui se passe. La Terre a été détruite, prospective totale. Hein, c'est là, on sait pas, ça arrivera jamais. Ah non. Mais le truc c'est que les riches, en fait, vu qu'ils ont du pognon, ils ont construit un vaisseau pour aller dans l'espace, et Ça aussi, ça n'arrivera jamais. ça n'arrivera jamais non plus. Je sens que tu vas spoiler l'intrigue. là. Non. Je sens que tu vas spoiler l'intrigue. là. Non. Tu t'approches de la zone de spoil. Mais non, je raconte juste la base, le point de départ. Raconte la base de la barre, t'occupes pas de Et lui, donc, là, ils ont- ils embarquent à bord de l'Arca, et ils partent avec donc des jeunes adolescents qui leur servent d'esclaves ou d'aides de camp, pour être gentil. Et on commence l'aventure dans l'espace avec donc ce navire qui doit atteindre l'Éden, là où tout le monde pourra revivre heureux et voilà, et repeupler une nouvelle planète. Donc, sauf que bien sûr, il y a des zones d'ombre. Tout va pas se passer. Et on a la jeune Perséphone. Tous les mots sont quand même clés pour comprendre le récit, quoi. Et on a la jeune Perséphone qui se doute de choses, et on a tout un truc qui se déroule en fait sur comment une jeunesse en fait qu'on laisse de côté, ou en tout cas qu'on met sous contrôle du vieux monde, on va dire, comme on dit aujourd'hui, par la culture et en fait et le questionnement en fait, par la littérature notamment, va sortir la tête de l'eau et mettre à mal le vieux monde, on va dire. Voilà. Oui. Donc j'ai essayé d'être, tu vois, le plus transparent possible. Donc c'est un roman graphique parce qu'il est pas sorti en issue aux États-Unis. Non, c'est ça, c'était vraiment ouais. une intégrale de 200 pages. Et en plus, on a la chance, c'est qu'on a Mathieu Bablet qui nous a fait la gentillesse d'un petit verbatim pour la 4e de couverture. Donc Oui, c'est assez Shangri-La en même temps dans l'esprit. Hein. Ouais, mais c'est pour ça, parce que moi je le voyais plus de te faire un verbatim sur le prochain qui est âme augmentée, en tout cas par rapport à un visuel que t'avais partagé, qui est très carbone et silicium. très carbone et silicium. Et du coup Mathieu Babla te fait un petit verbatim sur la 4e de coup, mais pas sur parce que tu fais plein de je fais plus de bandeau. tu fais pas de bandeau, donc forcément. Mais là c'est ça coûte combien un bandeau, ça rajoute combien Aujourd'hui en fait, ça coûte 1 euro, hein, pratiquement, entre la fabrication par et la BD. pose. Ah bah ouais, t'es bien à 80 centimes, 70-80 centimes. Et c'est beaucoup que les gens se rendent compte. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme pour une Du BD. coup, t'as pas mis par le scénariste d'Ant-Man and the Wasp, Quantumania sur Strange Skies. Non, mais c'était une blague. Ça aurait été sympa. bien. Ça aurait été On aurait vachement pu bien. voir si ça fonctionnait, tu vois. Tu sais, Peut-être les gens par non, mais tu sais, après, j'attends de voir, du coup, c'est super, c'est vrai que c'est super cool de la part de Mathieu, mais j'aimerais bien, tu sais, un truc genre, j'ai bien aimé Mathieu Bablet. C'est un truc vraiment trop, LOL, trop- c'est bien. Ouais, c'est trop Non, mais basique. en fait, je lui avais demandé il y a longtemps, enfin quelques mois, et mais s'il avait envie de le lire justement pour avoir son avis. Ouais, bien sûr, oui. Et en fait, gentiment, en fait, quand on était à Saint-Malo, en fait, il m'a gentiment écrit un message pour me dire qu'il trouvait que le dernier jour de Howard Lovecraft était fabuleux. Et puis il m'a dit, si je peux vous aider, tu vois, machin. Ok. Donc je lui ai dit, écoute, lis-le, puis dis-moi si celui-là, t'as envie de nous aider, c'est un grand plaisir. Ouais, Et mais c'est vachement dans ses codes en plus. Hein. Et il a été adorable, et voilà quoi. Donc il nous a fait ça quoi. D'accord. Ouais. Et j'avais pas besoin
pas besoin. Pour m'augmenter. Pardon. Je sors du Covid. Hein. Voilà, plus le Covid. Tout le monde est rassuré, mais sauf que. C'est pour ça qu'il y a ces petits bruits de tout parfois. Et donc, à m'augmenter, je n'avais pas besoin d'une préface parce que la préface est réalisée par Darren Aronofsky. C'est qui? Vous ratez des gags visuels incroyables. Ouais, pardon, là, c'était mon petit troll. La tête de Beaujouan et le rire d'Arnaud, c'était... Ouais. Filmer ces podcasts. Oui, ok, Darren Aronofsky, effectivement, pourquoi pas. Et justement, on passe... C'est qui, du coup? Hein? Continue. Parce que du coup, on passe à augmenter, pardon. Purée, je vais pas réussir à le dire. Pareil, si tu peux un petit peu juste nous présenter le bouquin et pourquoi tu t'es penché sur celui-ci. Alors, c'est un livre, avant de raconter le pitch, c'est un livre qui m'a hanté. C'est-à-dire que je l'ai lu il y a 3 ans. C'est un fantôme, alors. Ah non, mais tu vas voir. Rien à voir. C'est un livre, je l'ai lu il y a 3 ans. Et je me suis dit, c'est vraiment super. Je sais pas quoi en faire. Enfin, tu vois, je savais pas comment le ranger. Enfin, tu vois, en termes de sentiments que j'avais par rapport au livre, en fait. J'avais aimé, c'est pas la question, tu vois, j'avais aimé ma lecture, mais je savais pas comment, philosophiquement, psychologiquement, tu vois, ranger le bouquin, quoi. Et en même temps, tous les ans, j'avais des images, des trucs qui me revenaient, quoi. J'étais vraiment habité par le bouquin, quoi, en fait. Il avait laissé, tu vois, il avait fait tu vois, sa petite maison chez moi, quoi, en fait, tu vois, mais c'était pas structuré, pas rangé, quoi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ce bouquin me hante. Faut que je refile la malédiction aux gens, en fait, tout simplement, quoi. Parce que ma patronne aussi, tu vois, à qui je fais lire, tu vois, les bouquins pour avoir son retour, elle m'a dit exactement pareil. Elle m'a dit, mais en fait, il reste ce bouquin. C'est comme la cassette de Sadako dans The Ring. C'est tout à fait ça. Okay. En fait, il n'y a pas de patronne, c'est toi, en fait. Tu as inventé cette meuf. Parce qu'elle a toujours le même réaction. Non, elle existe vraiment. J'ai déjà rencontré, elle existe vraiment. C'est pas un fake. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est pour expliquer pourquoi, voilà. Oui. Voilà. Pour le pitch, c'est l'histoire d'un vieux couple. Je vais éviter de donner plein de détails parce que sinon ça va être un peu relou pour les gens. L'histoire d'un vieux couple qui se retrouve en fait à participer à une expérience en fait de rajeunissement. Voilà. Sauf que l'expérience de rajeunissement tourne mal et qu'en fait, plutôt que eux rajeunir, en fait, ils se retrouvent avec des monstres qui sont eux-mêmes, sauf qu'ils sont plus intelligents et plus forts physiquement, sauf qu'ils sont des monstres physiquement. Ouais, ils ressemblent à des fœtus jaunes. Ou à des patates. Moi, j'aime beaucoup l'idée de patates. En plus, c'est dit dans le bouquin qu'ils ressemblent à des patates. Et donc, voilà, c'est on suit en fait toute cette histoire. C'est vrai que ça a l'air assez bizarre comme ça. Ouais, c'est ultra bizarre. Et sur voilà, qu'est-ce qui nous définit? Après, c'est des questions qui sont récurrentes, hein, bien sûr. Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'individu? Est-ce qu'un autre nous-mêmes est meilleur que nous par essence, ou est-ce qu'on est nous parce que on a notre expérience, notre vécu, et est-ce que même quelqu'un qui est augmenté par rapport à nous, intellectuellement parlant, mais avec les mêmes souvenirs, devient toujours nous ou pas? Enfin voilà, tu vois, t'as toutes ces questions de distance qui se créent, mais avec en sous-texte tout un truc sur effectivement les freaks, tu vois, la question du freaks, parce qu'il y en a d'autres aussi dedans qui apparaissent, d'autres personnages abîmés par la vie et tout, mais surtout ce qui sous-tend, ce qui permet à tous les personnages comme ça de se maintenir et de tenir un récit long, c'est l'amour. Et c'est un truc qui est fascinant en fait, c'est-à-dire que c'est un couple d'amoureux. Ensuite, t'as des questions amoureuses qui se mettent en place sur des rapports parents-filles, frères, sœurs. Ouais, avec le scientifique aussi. Ouais. Et donc, t'as tout ce truc-là qui est là et en fait, qui t'emmène, mais qui, encore une fois, voilà, qui s'imprègne, tu vois, qui rentre en toi, en fait. Avec un dessin très particulier, je pourrais même pas le définir. Qui sera en même temps, dans la lignée de Burns, mais pas vraiment, je sais pas si à la limite vous avez Made in Korea par exemple, c'est un peu cette tonalité mais en Made in Korea c'est très froid, alors que là on est beaucoup plus dans le il y a un côté plus, comment dirais-je, pas naturaliste, c'est pas le bon mot, en fait il y a un côté plus film 24 on va dire, parce que c'est plus esthétique, c'est plus, ce serait un merveilleux film effectivement de ce type-là, ouais. C'est plus perché et en même temps si vous avez vu After Yang par exemple, ça côtoie un peu cette atmosphère là mais vraiment en plus dérangeant je trouve, dans le rapport de l'un à l'autre. Sauf que c'est la même personne. Enfin, c'est effectivement assez particulier. Bon, on en parlera en back issues, Arnaud, de toute façon, je sais pas pourquoi je commence à faire une analyse. Mais voilà, c'est un titre, voilà, ça va être un titre compliqué. Et c'est un titre qui a une longue aventure, qui a été nommé partout aux États-Unis, qui a bénéficié de plusieurs éditions, donc notamment celle-ci avec la préface de Darren Aronofsky. Ça a d'abord été un projet multimédia. Et puis on n'a pas parlé de l'auteur qui est aussi un réalisateur qui travaille sur des jeux vidéo, qui a travaillé aussi sur des séries télé, notamment il travaillait sur la série Doom Patrol.
Ezra Daniels. Ouais, Ezra Daniels, ouais. Il a aussi travaillé sur la série avec les vieux, là, qui avait un petit peu d'Upgrade Soul sur Amazon avec deux petits vieux, tu sais, qui ont un accès à un panorama spatial. Je sais plus comment s'appelait ce truc. Alors là, j'avoue, la série Prime, je sais pas. Arnaud? Bah, je regardais. Il va regarder, continue. Ouais. Mais voilà, donc c'est un touche à tout en fait, qui est dessinateur, auteur, réalisateur, scénariste. Enfin voilà, il a tous les talents et c'est un projet qui a été d'abord lancé en multimédia, en lecture en ligne, tu sais, sur les tablettes et tout. En fait, où il y avait des parties animées du truc. Ensuite, il y a eu une bande son qui a été créée pour l'autre. Enfin voilà, c'est un projet. C'était Night Sky. Peut-être. Ouais, Night Sky, voilà. Ouais. C'est vrai que Upgrade Soul, ça a été aussi une série de podcasts en fait. Voilà, et c'est un podcast Apple, je crois, de mémoire, Apple. Ouais. Qui a en fait, enfin pas un podcast, un audiobook. Audible. Ouais, Audible, tu sais, un jouet quoi. C'est pas juste lu, c'est joué les acteurs. Un podcast narratif. Donc c'est un projet voilà qui a une vie un peu en marge bizarrement, qui a jamais atteint les gens. Avec David Dasmalchian dans le podcast. Ce qui est pas mal, quoi. Ah ouais, non, mais voilà, c'est un projet voilà qui revient de temps en temps. Je vois, je sais plus, c'était Shelly Bond. L'éditrice là, qu'on parlait l'autre fois, qui a dit putain, je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à lire ce bouquin, c'est fabuleux. Je sais, quand on a annoncé la sortie, j'ai Serge de ça et là qui m'a envoyé un message, c'est un bouquin important. Enfin, tu vois. Il marque, hein, c'est comme si ce bouquin en fait traînait, si tu veux, mais en fait avait jamais réussi à atteindre un grand public. Sauf qu'il est vraiment très, tu sais, quand tu l'as lu, je pense, tu te rappelles que tu l'as lu, quoi. Fait partie de ces bouquins, je dirais pas comme Monstre de Barry Windsor Smith, mais qui est de cette famille-là quand même un petit peu, quoi. Ouais. D'accord, ouais. Et qui arrivera en 2024 aussi. Alors en mai, ouais. En termes de format, les pages sont un peu plus larges aussi qu'un format comics, non? Non, parce qu'il a des grandes gouttières. Ok. Et il sortira de façon grand format comme apparition. T'avais annoncé en 18 par 28 cm quand même pour 26,50, qui est vraiment ton prix max en fait pour les gros ouvrages à plus de. J'essaye de maintenir ce prix au maximum. Ouais. C'est vrai que rien que la cover déjà. Tu peux. J'ai changé la cover. Hein. Ouais, parce que celle-là elle est pas vendable. Parce que je trouvais ça, là je risquais de faire peur aux gens. Oui. Ouais, c'est possible. Après, ça pourrait faire vraiment le côté. C'est comme le Lovecraft, tu vois. T'as le masque qui te suit dans le magasin. Je trouve ça trop excluant. En fait, je pense que c'est aussi peut-être un des problèmes pour le livre, tu vois, même aux États-Unis, tu vois, pour tout un peu plus large. Je pense qu'il y avait un côté genre pas repoussoir, mais c'est voulu, hein. Moi, j'ai bataillé avec lui pour qu'il accepte que je fasse une autre couverture, parce qu'il disait ouais, mais je veux vraiment que ce soit, tu vois, qu'il y ait le côté dérangeant. Je fais ouais, mais je préfère que les gens pénètrent le livre pour découvrir justement le côté freaks du truc. Mais si on leur permet pas de pénétrer ça, c'est dommage, quoi. Donc on l'a refait pour qu'elle soit qu'il y ait une invitation quand même extérieure, quoi, parce que sinon ça peut tout de suite te dire non, j'y vais pas, quoi. Ouais. Et donc le dernier titre, ce sera avec un artiste bien connu. Le dernier jour de Judas. Et alors c'est drôle parce que voilà, t'en avais parlé, donc Judas, donc par Jeff Loveness. Et Jakub Rebelka, qui est donc l'adaptation en BD de la chanson de Lady Gaga. Tout à fait. C'est parfait. Là, c'était juste. Mais c'est pour ça. Et les pas de danse sont expliqués dedans. Bien sûr, on a les annexes. Et il y a un QR code pour aller écouter le clip. Mais non, pardon, je suis vraiment désolé. Non. Mais c'est pour boucler, donc. Mais là où t'es quand même, on boucle la boucle aussi avec ta politique. Enfin, on boucle rien parce que c'est pas fini, mais que tu continues sur ta politique d'auteur aussi, parce que Jeff Loveness, tu l'as déjà édité. Donc parce que moi, je suis amoureux de Jeff Loveness. C'est peut-être qu'il faut revoir en fait du coup le fait de. Non, mais je pense que c'est un écrivain en BD, il est brillant. Voilà, ça tu adores. Donc après, quand on fait un film Marvel, on n'écrit jamais vraiment. C'est vrai aussi. Mais donc Jeff Loveness qui a fait apparition dans le ciel de Berlin cette année et donc c'est illustré par Jakub Rebelka qui est donc celui qui a fait le dernier jour de Howard Phillips Lovecraft. Donc c'est une BD qui était sortie il y a quelques années déjà aux États-Unis. Ouais, 2019 chez Boom. Tout à fait. De mémoire. Et donc un des premiers beaux formats un peu extrêmes qui sont édités par Eric Harburn, celui qui a fait les Last Star, qui a fait, tu vois, chez Boom, en fait, qui est ce type, en fait, qui a fait apparition, enfin, Strange Sky of East Berlin, tu vois, qui est ce type, cet éditeur chez Boom qui, tu sais, qui regarde un peu partout et faire des trucs un peu étranges, tu vois, des rencontres de choses, quoi. Donc, voilà. C'était un des premiers qu'il avait fait dans cette nouvelle dynamique d'édition aux États-Unis. Et alors, est-ce que résumé par c'est la vie de Judas, en fait, c'est l'aventure de Judas en enfer après avoir trahi le Christ. Donc, et son suicide. Donc, c'est Judas en enfer et sur comment Judas va atteindre la rédemption. Toi, tu penses que c'est un bon résumé? Oui, effectivement. Bah, ça, encore une fois, ça a vachement à voir avec le dernier jour de Lovecraft. Parce que, en fait, ça va être une sorte d'étude mémorielle d'un personnage qui a plus rien à vivre.
et son rapport à Jésus et de retrouver sa place dans le Voilà. récit. Mais il y a- c'est il y a ça, un c'est acoustique, c'est l'idée qu'en fait tout est écrit. En fait, c'est parce que t'as Lucifer, t'as tout un dialogue en enfer et des rencontres, mais c'est l'histoire est écrite, l'histoire est cassée. Mais tu peux pas échapper à ton histoire, et donc en fait Judas c'est comment est-ce qu'il retrouve sa place dans cette histoire en fait. C'est ça. Le côté aussi un peu l'enfer de Dante dans la rencontre avec Lucifer qui va lui expliquer un petit peu comment ça se plume. Et puis un côté un peu, j'ai pas envie de dire Bible satanique, mais il y a un côté contestation de la religion traditionnelle au sens où c'est vraiment une critique de comment en fait le christianisme ou la religion chrétienne en général te transmet l'adoration sans compromission devant Dieu et en fait la soumission. Et Judas comme Lucifer en fait c'est une forme de rebelle, même si en fait c'est un rebelle programmé parce qu'il a été créé pour être le vilain de l'histoire. Malgré ça en fait il peut accepter son statut en se disant aussi qu'il y a une sorte de bien commun et qu'en fait ça n'empêche pas qu'il a une amitié ou une révérence envers Dieu qui est très différente du reste des gens justement, comme Lucifer où c'est un peu son père, tu vois. Judas c'est quelque part le meilleur pote de Jésus, et quand t'as un pote qui te trahit, tu vois, tu peux essayer de le lire un peu, un truc plus personnel aussi, et c'est aussi très, Mais très on bon. reste dans les canons bibliques assez tradis, parce que moi j'en ai parlé avec Jeff. Oui. Lui, bah, je lui ai dit, mais t'as lu les bibliothèques gnostiques, tu vois, purement, enfin, et il m'a dit oui. Donc c'est quelque chose qui était important pour lui. Il voulait mettre cette question-là. Expliquer aux gens ce que c'est que le Oui, gnosticisme. c'est tous les courants du début du christianisme qui ont été massacrés dans l'histoire. C'est en gros en fait avant que voilà l'Église catholique et la chrétienté soient définis sur le périmètre tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il a été depuis des siècles. Le christianisme c'était des milliards de sectes, et notamment une partie d'entre elles qu'on va définir sous l'appellation gnostique, qui était pas du tout connectée entre elles, mais qui était plutôt dans un rapport au réel voilà différent. C'est-à-dire qu'on était plutôt dans un héritage Platonicien. ouais, puis pythagoricien, puis d'opposition aussi à, tu vois, au texte notamment juif. C'est-à-dire qu'on avait une colère contre Dieu, parce que voilà, dans l'Ancien Testament, Dieu est plutôt en colère, plutôt colérique et machin. Et donc, ça a créé tout un mouvement aussi, à un moment donné, avec les néoplatoniciens et compagnie, mais en fait, cette réalité, c'est de la merde, c'est pas la réalité. Dieu est absent d'ici. Ici, c'est le monde du mal, en fait. Et donc, la réalité n'est pas la réalité. Et pour une partie de ces mouvements-là, en fait, ont été donc éliminés, ont disparu, et on n'avait que par les réfutations des pères de l'Église certains textes, enfin certaines réfutations étaient disponibles, donc on pouvait savoir voilà que tu vois chez Irénée, chez Saint Augustin, on avait des réfutations. Voilà. Et donc on n'avait pas les textes originaux. Sauf qu'en fait en 45 à la fin de la guerre dans le désert de Nag Hammadi, on a retrouvé une grande partie du corpus, et notamment un texte qui s'appelle l'Évangile de Judas, qui, pour résumer très sommairement les choses, t'explique que Jésus a demandé à Judas de le dénoncer, ouais, pour pouvoir mourir en croix, pour que son action soit totale et intégrale. Voilà. Donc t'avais cet renversement du réel en fait, et de comment est-ce qu'on pouvait chez les gnostiques, enfin ceux qu'on a appelés les gnostiques, de regarder le réel autrement. Sauf que pour les autres, ceux qui fonderaient l'Église catholique, c'est du blasphème, ça, en fait. Ah bah oui, de toute façon, ça c'est des hérésies. C'est des hérésies qui ont été combattues et détruites. On a vu, tu vois, les premières sectes gnostiques au début du siècle, et puis après on a eu les Bogomiles, ensuite ça a été jusqu'au Qatar. Bon. Il y a même plein de textes encore aujourd'hui sur des sites chrétiens qui t'expliquent pourquoi c'est les premiers hérétiques, ceux qui ont essayé de donner leur version de l'évangile et tout. Et il y a plein, en fait, d'évangiles qui ont été disparus comme ça. Et donc Judas s'inscrit dans cette pensée, alors. Ça a donné l'envie à Jeff, tu vois, par rapport à ces textes, lui, d'enfance, tu vois, ces lectures de la Bible d'enfance, parce que voilà, les Américains ont quand même ce rapport très spécifique en fait à la Bible. Il a eu envie, voilà, de raconter cette histoire-là, quoi. Et donc, mais en restant dans les canons, c'est-à-dire qu'on va pas vraiment dans l'hérésie gnostique. On y touche, tu vois, du bout du doigt, parce que en fait, t'as pas le choix, quoi. À partir du moment où t'es là-dedans, t'as besoin de mettre le doigt un peu dans les choses qui font mal, quoi. Mais voilà. C'est quand même super accessible. C'est super accessible. Moi je sais que je chiale à la fin aussi, je suis très sensible sur ces questions-là, donc voilà, t'as une rédemption d'un personnage connu, voilà, que je trouve magnifique, qui me touche énormément, et c'est Yacoub, c'est magnifique, c'est bien écrit. On a fait aussi un énorme travail avec Aurélien, j'ai mis Aurélien Le Mans à la traduction dessus, ouais. Donc un exégète et surtout un grand connaisseur de la Bible et de toutes les traductions de la Bible, donc il a passé plus de temps à choisir les bons textes, les mettre en bon rapport et tout, pour avoir les bonnes traductions qui correspondent au sens voulu par le texte que Jeff avait mis.
Tu vois, parce qu'en fait, on n'a pas du tout les mêmes traductions entre les Anglais et les Américains. Donc, quand t'as des citations de la Bible, t'es obligé de travailler énormément là-dessus, quoi. Oui, puis la première Bible, c'était en latin, donc déjà, il y avait beaucoup de traductions qui ont été mal faites. Puis la tonalité, tu vois, le sens que tu veux mettre. Parce que il m'a fait des cours, à un moment donné, je comprenais plus rien. T'as parlé de la Bible Chiraki Non, mais il me racontait de Lex Luthor, à qui on avait mis tel truc dans tel bouquin, mais en fait, c'était une mauvaise traduction de la Bible qui avait été utilisée. À la fin, c'était devenu, voilà, c'est pur cours d'exégèse biblique, quoi. Mais voilà, on aura une belle traduction aussi du texte et peut-être, si tout va bien, je touche du bois, une préface de Dieu. Une postface sur la figure de Judas par quelqu'un du pape. De chelou. De chelou. De chelou dans le bon sens. D'accord. Très bien. Bon, bah, en tout cas, on te souhaite aussi, si possibilité d'avoir le 5e titre, qui n'est pas encore signé ni annoncé. Voilà, j'ai eu l'accord de faire une proposition parce que le titre est pas annoncé, donc j'ai eu un accord. On m'a dit, tu peux y aller. Mais on verra ce qu'il en ressortira. De toute façon, j'imagine que tu nous en informeras au cours des prochains mois. Et par contre, donc, on disait que Mundus a continué, mais par contre, le tome 2 sortira pas en 2024 a priori. Non, parce que là, pour le coup, c'est faute de temps. C'est de ma faute. Ça prend du temps de lancer les choses. Et vu qu'on n'a pas non plus vendu, tu vois, il a bien marché, mais pas extraordinaire. Il fallait aussi que je trouve une formule, tu vois, économique, tu vois, une structuration pour lancer le projet. Et donc, il a fallu que je mette ça en place. Et après, entre-temps, Laurent avait aussi du travail. Auriol travaille en ce moment beaucoup avec Boom. Donc, il fallait, tu vois, retrouver ensuite un calendrier acceptable pour tout le monde, quoi. Donc plutôt pour 2025, ça. Dès janvier 2025. Ok, on s'en reparlera à l'année prochaine pour le prochain rendez-vous dans ce podcast, si on te recroise pas entre-temps, pour évoquer d'autres choses. Si tu meurs pas du Covid non plus d'ici là. Non, toi, oui, par contre. On te rappelle que tu fumes alors que t'es asthmatique, donc franchement, t'es mal placé. En tout cas, je vapote, c'est pas pareil. Oui, ça fait rien au poumon. Au secours. Ok, on en reparlera hors micro. Mais en tout cas, merci Nicolas d'avoir une fois de plus pris le temps de venir un petit peu discuter avec nous, de bouquins, de bandes dessinées, avec quelques à côté, mais majoritairement on a quand même parlé que de bandes dessinées. C'est toujours un plaisir d'avoir ton point de vue. Et puis hésite pas, on ira sûrement harceler tes auteurs si tu les fais venir en France. En tout cas, oui, on sait déjà que voilà. De toute façon, j'espère. Will McPhail, on sait déjà qu'on ira le séquestrer avec nos micros. Et puis on verra pour les autres auteurs si tu prévois de les faire venir. Il y aura un retour de toute façon. De Yacoub, j'imagine aussi. Ouais. pour Quai des Bulles. Quai des Bulles, ouais, c'est ça. Autour de Judas. Et puis il y a ce bouquin, voilà, on va voir, mais c'est un gros morceau. Faut avoir le temps de le traduire, faut avoir le temps de le monter, faut avoir le temps de le préparer. Et ce sera ou Quai des Bulles ou Angoulême si on arrive, si tout se passe comme tout doit se passer. Affaire à suivre donc. Et si vous avez apprécié ce podcast ainsi que tous les autres que nous faisons et que vous aimez simplement le travail fourni par ces émissions, on vous invite à le faire savoir. Vous savez, notre but c'est toujours de parler de bande dessinée, surtout d'essayer de mettre au contact du plus grand nombre de lecteurs possible, en fait, ce qui se passe dans les coulisses des bouquins que vous voyez dans les librairies puis après dans vos bibliothèques. Donc si vous appréciez cet effort, n'hésitez pas à le faire savoir en partageant tout simplement sur les réseaux sociaux, en parlant autour de vous avec toutes les personnes qui peuvent être intéressées par la bande dessinée. Et si après avoir acheté tous les bouquins 404 il vous reste des sous, eh bien il y a notre page Tipeee sur laquelle vous pouvez également contribuer à l'effort afin que nous voyions l'avenir de façon sereine. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Salut Nicolas et à bientôt. À bientôt. Salut.